Voilà, on est de retour. On va accueillir notre cher Christophe pour Franco Visio. Coucou mon Totov, comment tu vas? Ça va, merci, ça va. On a Ça pris va? la saucée hier, mais bon, fallait être courageux hier. Ouais, j'ai vu Monsieur Quoi. Casserole. Bah ouais, j'ai une jupe en casserole, je vais l'améliorer. C'était bonne hein, en casserole. Ah bah, j'ai eu un succès fou. Ok, d'accord. On m'a tapé derrière, on m'a tapé devant. Ah bah oui, bah, si tu mets des Ah oui, casseroles, mais c'est forcément on tentant. tape sur le cul. Hein. Ouais, mais il faut faire attention quand tu tapes devant quand même, hein. C'est C'est plus fait pour fragile. les femmes. C'est fragile. Ouais, c'est fragile. Fragile. Bon alors, bah, Ouais, j'ai vu que tu es en manif, donc tu vas bien, tu es rentré entier, c'est déjà une bonne ouais, chose. ouais, Voilà. ouais, ça se passe bien. Puis Oui, chez moi, Florian, ça se passe ouais, toujours bien. ça va, c'est bien encadré. Voilà, Ouais. après, c'est des marches, hein, c'est bien. Il y avait beaucoup de Oui, monde, oui. et puis voilà. Donc, le titre a changé Francovision pour Alors, Francovisio. faut que, Francovisio. voilà, euh, faut que je passe la et- bannière Franco Visio. Puisque on est tellement regardé dans le monde entier que l'Eurovision a eu très peur, tu penses, être associé à une chaîne complotiste, alors que eux, ils ont fait gagner l'Ukraine l'année dernière avec un écart jamais vu, une chanson Ouais. pourrie. Donc, ils ne voulaient surtout pas être associés à Francovision. Ils n'ont pas déposé Francovision, mais ils ont dit que peut-être les gens pouvaient croire que, etc., etc. On a enlevé, on s'en fout. Et On ils a sont venus décidé. te voir pour ça, ils Ben, sont. j'ai un recommandé, ouais. Ah ouais, ouais, mais oui, mais oui, bah oui. D'accord. Alors là, c'est bon, voilà. Donc, c'est un Francovisio spécial parce qu'il y a un seul invité. Pourquoi un seul invité? Parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Et au Ouais. départ, rien ne le poussait à intervenir sur notre chaîne. D'ailleurs, rien ne le pousse. Mais je dirais Ouais. qu'il avait envie de le faire aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on reproche aux complotistes d'avoir une certaine vision des choses, peut-être qui va altérer notre jugement parce que on a des idées un peu préconçues. Jusqu'à présent, on n'a pas tort. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quelqu'un qui est homme d'affaires, qui est parti de France pour réussir une vie de self-made man aux États-Unis et qui l'a réussi. On s'est suivi depuis 20 ans, tu vois, c'est quelqu'un que je vois, il est cartésien, il est pragmatique. Et là, il m'a décrit une vie maintenant aux États-Unis. J'ai halluciné, donc je lui ai dit, bah, il faut que faut que tu en parles, parce que c'est vraiment typiquement le genre de choses qui nous. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on va peut-être avoir justement un point de vue sur avant avec Trump et Tout après à Trump. fait. Et d'autant que il a vu les choses évoluer en tant que regard neuf, je dirais, il y a 20 ans, il est venu pour un rêve et il m'a dit, il y a 2-3 jours, il m'a dit, Christophe, de rêve américain, il n'y a plus, c'est fini. Et il nous explique pourquoi. Ok. Pardon, avant de le faire monter, un petit appel pour Alix. Alors, Alix, vous savez, Antoine, il sait qui c'est quelqu'un qui, à l'Alliance humaine, fait énormément de choses, qui Il ne fait tourne pas ses heures, énormément de choses et voilà, une qui a vraie toujours été là résistance. quand on a besoin. Voilà, une vraie de vraie. Alix, bon, bah, suite je dirais, à une conjonction de choses, elle va se retrouver donc avec son mari et ses 2 enfants début juin dehors. Voilà. Mais donc, elle a les moyens de payer un loyer. Elle cherche une petite maison ou un appartement avec, je crois qu'elle veut au moins 3 pièces. Ouais, je crois. Et donc, elle cherche dans le 40 et de 33, plus le 40 que le 33. Et chose que je ne fais jamais, je l'ai fait qu'une fois, je me porte caution pour elle. D'accord. Voilà, si vous avez besoin d'une. Elle a des garants, mais je me porte garant Ouais, pour ouais. elle, tellement je suis sûr qu'elle Oui, oui, qu'elle ouais, on peut être sûr d'elle. Oui, oui, oui. on est sûr d'elle. Et puis voilà, de toute façon, c'est comme ça. Donc, Ok, donc elle a si des vous garants. avez quoi que ce soit, vous envoyez un mail à contact@ah2020.org et puis on transmettra évidemment à Alix toutes vos propositions. Oui, sur Bordeaux, ouais. Ouais, Bordeaux, bah, non, 33-40, 900 € environ de budget, et je crois qu'elle veut 3 chambres. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Oui, bah oui, si elle a deux Mais grands, elle a deux grands, elle a deux enfants qui sont enfin, grands, voilà, qui ont la quinzaine, un truc comme ça. Ils sont pas tout petits, donc il leur faut une chambre à chacun et la chambre pour les parents. Donc voilà, donc s'il y a une belle âme qui a quoi que ce soit à louer ou qui connaît quelqu'un qui loue aux alentours de 900 € maximum, voilà, donc envoyez un mail à contact@ah2020.org et on transmettra et elle vous recontactera de notre part. Christophe vient de vous le dire, il se porte garant pour elle, donc ouais, il n'y a pas de débat. N'hésitez pas, voilà, à vos claviers, envoyez un petit message
ce serait bien pour filer un coup de main à ces belles âmes qui donnent un coup de main depuis très, très, très longtemps. Alix est avec Très nous. longtemps, Il est toujours là pour donner un coup de main. Donc voilà, et puis, nous, sans nos bénévoles, bon, on ferait des choses, mais oui, beaucoup de choses. mais on aurait beaucoup moins avancé toutes ces belles personnes. On n'aurait pas cette On t'embrasse, Alix. Toute la famille, allez, on vous embrasse. et puis, on est demain, solidaires. allez, on va faire monter Arnold. Bonsoir Arnold, bienvenue à l'Alliance humaine. Bonsoir Antoine, bonsoir Christophe, merci de m'accueillir. Avec plaisir, bienvenue. Tu nous entends bien là? C'est bon? Je vous entends impeccablement. Ok, alors moi je vais vous laisser converser. Si j'ai des questions, évidemment, je remonterai. Mais je vais vous laisser avec Christophe discuter tranquillement et expliquer un peu ton point de vue. Alors, on se tutoie ici, Arnold, désolé. Hein. Mais expliquer un peu ton point de vue sur la situation aux États-Unis depuis 20 ans. Merci beaucoup d'être là, en tout cas. De rien, avec plaisir. Merci, très bonne soirée. Ouais, Arnaud. Bon, donc, on a eu une longue conversation et en fait, on va essayer de synthétiser un peu ce qu'il m'a dit. La première chose, c'est la phrase choc que tu as prononcée, il n'y a plus de rêve américain. Donc, tu me dis, il y a quelque chose qui s'est cassé depuis 2-3 mois. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière synthétique comment, toi, tu estimes qu'on arrive à un point de non-retour? Le problème, c'est que moi, j'ai connu les États-Unis, comme tu l'as dit, ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis. Les États-Unis, la particularité de ce pays, c'est vraiment l'accessibilité. Tout était facile, entre guillemets. Tu voulais prendre un appartement, dans la journée, tu l'avais. Tu voulais acheter une voiture, ça coûtait pas cher. Vraiment, n'importe qui de la classe même moyenne américaine avait un haut niveau de vie. Vraiment. Et encore, il y a jusqu'à très peu, sous Trump, le niveau de vie était extraordinaire. Aujourd'hui, l'Amérique connaît une inflation tellement importante. Ça n'a rien à voir avec la France. Hein. On est vraiment une inflation qui est plus importante en France. Tu m'avais cité un exemple. Alors, bon, Arnaud, il vit à Las Vegas. Et donc, sur le strip, un peu les Champs-Élysées de Las Vegas, le prix d'un steak frites $100. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Je vous jure que c'est vrai. Donc, on a à peu près $100. Et je rencontre parfois, par hasard, des Français qui viennent en vacances. Et ils sont choqués et déçus du coût de la vie. C'est-à-dire que moi, il y a 15 ans, mes amis venaient me voir à Vegas et trouvaient ça extraordinaire. Ils avaient l'impression d'être les rois du pétrole, tellement qu'ils en avaient pour leur argent. Et aujourd'hui, les gens vous disent, mais je ne peux rien faire, tout est hors de prix. Voilà, et ça, c'est depuis les années Biden. Hein. D'ailleurs, c'est vraiment depuis Biden qu'on l'a depuis. C'est simple, je vois mon panier de courses depuis 2 ans, il a doublé. Il a doublé, oui. Tu me disais avant l'élection, et donc voilà, tu étais plus trumpiste, mais vraiment, je répète, tu n'es pas complotiste, tu observes les choses de manière beaucoup plus détachée que nous, mais tu observes. Et donc, tu me disais que paradoxalement, pour cette élection, comme dans toutes les élections américaines, en général, on voit sortir les drapeaux Biden ou Trump sur les perrons. Et là, par rapport à ce que tu as vécu avant, il y avait du Trump, mais il n'y avait pas de Biden. Il n'y avait pas de Biden. Aux États-Unis, personne ne s'est dit « je suis pour Biden », mais même les démocrates. Et encore aujourd'hui, si vous parlez de la prochaine élection avec les démocrates, il y a des gens qui vont dire « ah, je ne vais pas voter Trump parce que c'est Trump ou parce que c'est républicain », mais il n'y a personne qui dit « je vote pour Biden ». Pour la première fois réellement aux États-Unis, j'ai vu ce qu'on voit en France. En France, les gens très souvent ne votent pas pour quelqu'un, ils votent contre quelqu'un. C'est ça. On a 2 élections de Macron. Alors qu'aux États-Unis, la particularité de ce pays, c'est qu'on vote pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui embrasse les foules, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais vraiment des gens qui embrassent les foules. Honnêtement, je connais personne qui, même j'ai des amis démocrates, hein, personne ne me dit « ah, Biden, il est génial ». Ça n'existe pas. Ouais. Donc, c'est le vote par défaut. Et les gens ont vraiment voté contre Trump et c'était très impressionnant. Je n'avais jamais vu ça avant. Ben, tu sais, c'est la réflexion que j'ai parlé avec un homme d'affaires qui est macroniste. Alors, j'ai dit, comment tu... Bon, bref. Et il me disait, parce qu'il avait une vision en France du théâtre, en fait. Il dit, mais qui veux-tu mettre à la place, Mélenchon, Le Pen? Mais je lui dis, écoute, il y a peut-être d'autres gens derrière que tu ne vois pas, les Philippot, les Asselineau, d'autres, et plein d'autres, que tu ne vois pas, qui ne sont pas dans le théâtre. Et en fait, tu ne juges que sur le plateau qu'on t'a offert, le plateau médiatique. Et aux États-Unis, c'est encore pire, puisqu'il y a même c'est démocrate ou républicain. Donc, il y a 2 choix, c'est point barre. Voilà. Et si les démocrates ont honte de leur candidat, on se demande toujours comment il a été élu. En fait, pour le coup, comme je te dis, je ne suis pas du tout complotiste, mais moi j'ai vu des choses de mes yeux, mes amis aussi ont vu des choses, donc ce n'est pas des histoires, ce n'est pas quelque chose qu'on lit dans la presse. Il faut savoir, bien comprendre, aux États-Unis, tout le monde sait pour qui on vote. Le vote n'est pas caché.
À tel point, vous avez même en ligne, vous pouvez savoir, taper le nom d'une personne et pour qui elle vote. Mhm. Il n'y a pas de crédit isoloir. D'ailleurs, par exemple, quand j'ai obtenu mon passeport américain, j'étais obligé d'indiquer si j'étais républicain ou démocrate. Incroyable. Ça surprend. Au début, on me l'a Ah ouais, demandé. c'est incroyable. C'est ce qui arrivera chez nous. Hein. C'est ce qu'ils Voilà. veulent. Et j'ai remarqué que beaucoup de Français l'ignorent. Ah oui? À propos des États-Unis. Donc, tout le monde sait pour qui on vote. À tel point, on sait même dans quelle rue, telle maison. On peut refaire un découpage politique incroyable. Alors, aux États-Unis, c'est une science. Il y a des spécialistes dedans pour redécouper les comtés, les villes, pour pouvoir faire élire des personnes. C'est vraiment une chose très établie. Alors, quand on parle de... Allez-y, pardon, vas-y Arnaud. Juste vite fait. Et je vois, par exemple, aux États-Unis, pour cette élection, on a eu le droit au vote par correspondance. Et j'ai un couple d'amis qui n'a pas voté par correspondance, qui est républicain, donc officiellement républicain. Ils sont partis voter le jour du vote, et on leur dit non, vous avez déjà voté. Oui, ça on l'a entendu, et c'est toujours dans le même sens, toujours démocrate. Voilà. Donc ce sont des amis qui sont arrivés. Après, il y a d'autres histoires assez cocasses qui sont arrivées. J'ai un ami, par exemple, qui le jour du vote est venu avec un masque Trump, un masque anti-Covid Trump. Et on m'a dit, vous ne pouvez pas rentrer avec un masque Trump. Vous devez l'enlever et changer votre masque. Ce qu'il a fait, une fois à l'intérieur, l'intégralité des assesseurs avaient un masque Biden. Incroyable. Voilà, ça c'est des choses, c'est des choses vécues et racontées par un non-complotiste. C'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant parce qu'il n'est pas sujet à raconter ce qui va nous faire plaisir. Il est sujet à raconter ce qu'il a observé. Et il se trouve que ce qu'il a observé ressemble fort à ce que nous constatons aussi. Donc, c'est assez hallucinant. Tu m'as dit aussi, et là, vraiment, c'est vraiment Zombieland, apparemment. Tu me dis qu'il y a un tas de villes qui sont maintenant inaccessibles, en fait, puisque il y a même des marques comme Walmart, donc Walmart, c'est un peu Carrefour, hein, si vous voulez, qui ferment. On parle de Chicago, Détroit, enfin des grosses villes, démocrates, toutes démocrates, parce que les gens ne sont plus du tout en sécurité. C'est une folie. Et donc, raconte-moi. Prenez la Californie. Ok, il y a toujours eu des villes où il y a des problèmes aux États-Unis. Prenez la Californie. C'est quand même un État qui fait rêver. Je pense qu'on a tous rêvé. Beaucoup de gens rêvaient sur la Californie. C'est un des États les plus riches du monde. C'est un État extraordinaire. Aujourd'hui, vous allez à San Francisco. San Francisco a fermé 26. Ils ont fermé 26 CVS. Pour vous expliquer ce que c'est, CVS, ce sont des gros drugstores, des grosses pharmacies géantes, de la taille d'un petit supermarché. Il y en a partout. Ils ont fermé 26 en centre-ville. Par exemple, la chaîne de magasins Target, il n'y en a pas en France, mais il y en a beaucoup dans le monde. Et Target, c'est une grosse chaîne de supermarché. Maintenant, elle ferme à 6 heures du soir. Alors qu'avant, elle fermait à 10 heures du soir. Couvre-feu. Voilà. Nous avons par exemple une très grande chaîne aux États-Unis de magasins bio qui s'appelle Whole Food. C'est même Whole Food. Et ce sont des magasins bio énormes. C'est vraiment des énormes supermarchés où tout est organique, bio, vous trouvez un peu ce que vous voulez. Et ils avaient un flagship à San Francisco, c'est-à-dire que c'était leur magasin étendard, vraiment le plus grand qu'ils avaient. Ils ont été obligés de le fermer. On est en de San Francisco, pour donner un exemple. Pourquoi? Aujourd'hui, à San Francisco, il y a des quartiers entiers où vous ne pouvez plus pénétrer. Mais dans le centre-ville, on ne parle pas de lointaine banlieue. Oui, c'est ça. Centre-ville, là où il y a le siège de Twitter, vous ne pouvez plus accéder à pied. Ce n'est plus possible. Mais on parle de San Francisco, une ville qui avait une réputation d'être une ville culturelle, une ville riche, voilà, une ville qui a fait rêver pas mal de monde. San Francisco est une des villes les plus riches du monde. Et ok, il y a toujours eu des clochards, il y a toujours mais je l'ai vu monter. C'est une ville dans laquelle je me rends tous les ans. C'est pas très loin de Las Vegas, c'est 1 heure d'avion. Voilà, j'y vais tous les ans. Et j'ai vu au fur et à mesure monter les choses. Et là, depuis le Covid, tout a explosé. Et aujourd'hui, par exemple, si on prend en France, aux États-Unis, on a quelque chose qu'on appelle le Farmers Market. Ça va être l'équivalent du marché en France le dimanche, quand on va acheter son poisson, ses légumes, dans le marché qui est dans les rues. Et ben aujourd'hui, à San Francisco, vous avez des Farmers Market de dealers de drogue. Donc, il y a des tentes, il y a des tables, il y a des chaises, et vous venez acheter votre drogue. Et que fait la police? Que font les mairies? Rien. D'accord. Parce que, par exemple, vous savez qu'ils ont décriminalisé en Californie les vols de moins de $950. Ah oui, ça c'est super intéressant. Voilà. Vas-y, dis-nous ça c'est pas mal. Donc, en Californie, si vous volez pour moins de $950, donc vous volez pour $900, donc ça fait à peu près 810, 820 €, vous ne pouvez pas aller en prison. Vous ne pouvez pas être arrêté. Mais quel que soit le nombre, au maximum, vous aurez une amende.
Là, vous aurez 170 $, 75 $ d'amende, c'est tout ce que vous pouvez avoir. C'est un appel au crime. C'est un appel au crime. C'est pour ça que les magasins ferment tous, à cause du nombre de vols. Vous avez aujourd'hui des gens qui rentrent avec des grands cabas, ils rentrent dans le magasin, ils vont même derrière la caisse, ils se servent ce qu'ils veulent en marchandises, pour 900 $, ils partent. Et vous avez des vidéos aux États-Unis qui tournent non-stop. Il n'y en a pas une ou deux, il y en a 20 par jour qui apparaissent. Vraiment, c'est un métier aujourd'hui. Et quand vous allez dans les rues, au corner, vous avez des mecs qui ont des stands de ce qu'ils ont volé, et ils vendent ça sur la place publique. Non, mais on se croirait. Non, mais je vous dis, ce portrait des États-Unis est incroyable et au-delà de la réalité, et c'est pourtant leur réalité. Il y a aussi, tu me disais qu'il y avait des drogues maintenant d'une puissance absolument. Ah oui, on est envahi par le fentanyl. Le fentanyl, c'est une drogue synthétique. Les produits viennent de Chine. Donc, tous les produits viennent de Chine, sont envoyés au Mexique, au cartel mexicain. Et ensuite, ils fabriquent cette drogue qui est 100 fois plus puissante que la cocaïne et 50 fois plus puissante que l'héroïne. Donc, l'avantage de cette drogue, vous avez 1 kilo à passer, c'est comme si vous passiez 100 kilos de cocaïne. Oui. Donc, elle est un peu chère parce qu'il n'y a pas de transport. Elle est microgrammée, entre guillemets, mais ça vous transforme en zombie. Et maintenant, ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire, c'est d'ajouter également une drogue qui est un tranquillisant pour chevaux. Alors, ce n'est pas encore dans toutes les villes. On voit beaucoup de ravages dans la ville de Philadelphie. Vraiment, c'est très impressionnant. Et aujourd'hui, vous ressemblez réellement à un zombie de film. Vous êtes complètement immobile, vous avez la posture d'un zombie, c'est très impressionnant à voir. Vous croyez vraiment dans un film, il y en a des centaines, des milliers. Ils nous ont préparé à ça parce qu'Hollywood a multiplié les films sur les zombies ces 10 dernières années, comme vous avez pu le remarquer, films et séries. Et il y a 50 ans, c'était les films sur les vampires. Les vampires ont été remplacés par les zombies. Et en fait, ces comportements-là, on les a anticipés, entre guillemets, pour que la pilule passe mieux. Mais on a affaire à des gens qui sont dans des parcs entiers, tu m'as dit, même qui ont des enfants des fois. Enfin, on imagine, enfin, c'est... Ah oui, moi j'ai vu de mes yeux, ça, on pouvait le voir, des enfants au milieu de gens qui se shootent avec des seringues. C'est choquant. Il n'y a pas de services sociaux, il n'y a pas. Alors, dans les villes démocrates, c'est ça le problème. La base aux États-Unis, on a des services sociaux très stricts. La protection de l'enfance est très stricte aux États-Unis. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de villes démocrates, et je vois ce qui n'existe pas dans des villes républicaines, il y a un laisser-aller complet. Les gens font ce qu'ils veulent. Il n'y a plus de. On arrive, on abroge les lois pratiquement. Vous voyez, par exemple, dans la ville de Chicago, un officier de police est obligé d'obtenir l'autorisation d'un sergent de police, donc supérieur et hiérarchique, pour avoir le droit de courir après un délinquant. Donc, vous faites n'importe quoi devant un officier de police. S'il n'y a pas un sergent, sachant qu'aux États-Unis, les grades, il y a très peu de grades. Vous êtes officier, sergent, lieutenant et capitaine. Capitaine, c'est un commissaire. D'accord. Donc, il y a vraiment, voilà, vous avez 3 grades. 3-4 grades, c'est tout ce que vous avez. Et donc, il faut un sergent qui vous donne l'autorisation de courir. Si le sergent ne vous donne pas l'autorisation de courir, le policier ne peut rien faire. Il ne peut pas vous arrêter. Pas vous courir après. Est-ce que tu arrives à te poser des questions qui seraient de l'ordre du pourquoi? Pourquoi les démocrates incitent à l'implosion de la société américaine? Puisque là, c'est une incitation. Pourquoi? Est-ce que tu as toi qui es cartésien? C'est très difficile à comprendre. C'est vrai qu'on se. Mais en plus. Pour nous, c'est facile, hein, je te dis tout de suite. Hein, pour nous, c'est très facile. Mais bon, c'est pour ça. Moi, personnellement, je pose la question, sauf qu'aux États-Unis, contrairement à la France, il faut bien comprendre aussi une chose très importante que les Français ont du mal à comprendre. Il n'y a pas les États-Unis. Il y a des États-Unis. Tout à fait. C'est très différent. En France, la police, elle est nationale. Vous avez un ministre qui donne des ordres et vous avez des préfets qui sont là pour regarder si tout se passe bien. Aux États-Unis, chaque police est locale. Chaque district attorney, on pourrait en français c'est un procureur, il est élu, il est local. Il ne va pas aller dans une autre ville, il ne fera pas sa vie. Justement, Arnold, c'est cette notion qu'il faut, tu vas me l'expliquer de manière plus large. Parce qu'on sait que la Floride a une autre politique. Hein. Je reviens, j'ai passé 3 semaines à Miami, je peux vous en parler. Voilà. Écoute, quel est le champ de compétences de l'État fédéral? À quel moment il peut intervenir dans la politique d'un État?
En fait, les compétences sont extrêmement minimes. La seule chose que peut faire l'État fédéral, c'est lutter contre le terrorisme, les grandes associations criminelles internationales en local. Et grosso modo, le principal impact qu'a l'État fédéral au point de vue dans la vie de tous les jours des gens, c'est les impôts, parce que nous payons 2 types d'impôts aux États-Unis. Vous avez l'impôt fédéral et l'impôt de l'État. Le Nevada et la Floride n'ont pas d'impôt d'État. Il n'y en a pas. En Californie, il y en a dans plein d'États, mais pas chez nous. Donc, et de cet impôt vient ensuite votre système de retraite, parce qu'aux États-Unis, il y a 2 types de retraite. Vous avez la retraite pour tout le monde, qui est la retraite fédérale, que vous touchez d'ailleurs, certes, ils sont passés à 67 ans, mais c'est 10 ans de cotisation pour avoir une retraite à taux plein aux États-Unis. Au passage. Ouais. Oui. Les gens disent en Amérique qu'il n'y a pas de retraite, c'est 10 ans de cotisation pour une retraite à taux plein. Donc, la retraite est bien meilleure en France. Voilà, vous avez ça pour l'État fédéral. Le reste, c'est que local. C'est-à-dire que toutes les lois, la police, même quand vous travaillez, même un professeur ne travaille pas pour l'État fédéral. Un professeur travaille pour la ville, travaille pour l'université ou travaille pour le système scolaire. Donc, vous avez différents systèmes scolaires aux États-Unis, mais quasiment l'État fédéral n'intervient pas dans la vie des gens, très très peu. Il va intervenir vraiment dans les taxes, principales, parce que la plupart des taxes sont fédérales. Donc ça, il va jouer là-dessus énormément, ce qu'a fait Trump en abaissant les taxes fédérales. Donc les gens avaient moins d'impôts à payer. Mais c'est à peu près tout ce que peut faire l'État fédéral dans la vie locale. Ensuite, ça va jouer effectivement sur les importations, sur les pressions sur les grandes entreprises. Il y a diverses choses. Mais le local est très, très, très fort aux États-Unis. Parce que nous avons un double local, nous avons la ville et l'État. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'en cas de fort chaos, il y ait une espèce de sécession de certains États qui voudraient ne plus dépendre de l'État fédéral stipendié aux ordres du mondialisme? Tu vois, est-ce que c'est possible? Le seul État qui parle de sécession, ça a toujours été le même, c'est le Texas. Toujours ce côté, mais c'est une arlésienne, non pas, ça va pas comme ça. La différence, moi, ce que je vois quand même aux États-Unis, comme je t'ai dit, le rêve américain en ce moment est brisé, mais j'aurais juste à ajouter une correction, c'est en ce moment. Maintenant, il faut revenir. L'Amérique, c'est un pays où on peut changer rapidement les choses. Oui. Vous votez pour quelqu'un, tout change du jour au lendemain. Bah oui, les gens ont plus confiance en l'avenir. En France, c'est très compliqué de changer les choses. Une fois qu'une loi est instaurée, c'est difficile. Aux États-Unis, on y arrive beaucoup plus facilement. Donc, les gens ont un peu plus confiance quand même dans l'avenir. Mais ce qui se passe aujourd'hui, qu'on peut voir, c'est la migration entre les États. Et c'est pour ça que la Floride explose. La Floride, il y a 10 ans, on se faisait chier, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas, je vous le dis honnêtement, il n'y avait même pas un bon restaurant. Tu te rappelles que quand tu me disais qu'à Miami, à un moment donné, tu avais les appartements superbes pour quelques dizaines de milliers de dollars, hein. C'était il y a... Oui, ça valait rien. Après la crise, Miami est une des villes les plus touchées. Pour 50 000 $, vous aviez un 110 mètres carrés bien placé avec une piscine, une salle de sport, une place de parking, la totale. Une belle résidence. Maintenant, alors, Miami, c'est très particulier parce que c'est une ville assez grande. Mais aujourd'hui, si vous êtes dans le centre de Miami, ça va vous coûter $1 million. Maintenant, si vous êtes un peu plus excentré, dans un endroit plus accessible, ça va vous coûter dans les 350 000 $. Donc, x6, hein. Voilà, ça, c'est les Américains. C'est assez. Ça va très vite. Ça va très vite, je sais. C'est pour ça que et c'est ce que nous pensons, nous, qu'en fait, ils auront une capacité à se relever, mais en se relevant, ils sacrifieront qui ils veulent. Hein. Et donc, nous, je parlais souvent aux fameux macronistes qui me disaient oui, on est mieux dans le camp des Américains qu'ailleurs, mais je dis mais tu te crois américain? Tu n'es pas américain. Donc, les Américains, ils ont des fusibles et l'Europe en fait partie. Donc, quand il faut se refaire la cerise, il n'y a plus d'amis, je pense. Et voilà, c'est ce qu'on. La mentalité américaine aux États-Unis, c'est USA, USA, USA. Ouais. C'est-à-dire que l'Amérique a des amis officiels, mais s'il faut sacrifier le monde entier, l'Amérique sacrifiera le monde entier. C'est ça. Ça fait partie de la culture américaine. C'est l'Amérique avant tout. Tout à fait. Parce d'ailleurs, ils sont non interventionnistes. À chaque fois, ils interviennent, ils passent par, on va dire, parce qu'il y a des intérêts, mais les Américains de base sont non interventionnistes. Il faut inventer des scandales pour que les États-Unis rentrent en guerre. Et en fait, je pense qu'ils viennent récupérer aussi ce qu'il aurait dû pour des années. Alors, moi, je te poserai une question simple. Là, je te prends un peu de cours. À qui la faute?
À qui la faute? Parce que moi, je vais te donner Moi, quand je parle aux gens, à qui la faute? Vas-y, excuse-moi, je te coupe la parole. vas-y, je vais te donner une définition complotiste, on va dire, qui est la mienne, mais qui reprend certains. Tu vois, on va essayer d'être large en 4-5 phrases. Pour moi, pour nous, enfin, on va dire pour moi, il y a une élite financière apatride et amorale qui a mis la main sur le monde. Elle a financé des multinationales qu'elles ont placées en situation de monopole pour qu'elles soient vouées à toucher tous les citoyens de la planète, dans tous les aspects de leur vie. Le tout s'est fait avec la complicité des pouvoirs publics, CIA, FBI. Cette élite, elle se réunit à Davos, enfin, elle fait réunir ses sbires à Davos, et elle verrouille tout le système en mettant en place l'armée du XXIe siècle, des médias à sa botte. Ces médias leur permettent de contrôler le narratif, de faire monter au pouvoir qui ils veulent, et de lancer des fatwas contre qui ils veulent. Voilà un peu le portrait qu'on a. Et quand je dis élite financière apatride et amorale, crois-moi que dans le mot amoral, on met beaucoup de choses, mais on va pas aller beaucoup plus loin que ça. Voilà. Toi, tu n'as pas cette définition des choses. Comment tu peux mettre quelque chose de concret? Comment tu peux... Enfin, tu vois, comment tu peux... Tu sais que dans toute chose, il y a une volonté politique. Donc, les choses n'arrivent pas par hasard. Hein. C'est comment tu peux donner une logique à tout ça. C'est ça. Les États-Unis, si on parle de grandes puissances, de milliardaires, vous avez des milliardaires démocrates et des milliardaires républicains. Donc, il n'y a pas une collision totale de milliardaires. Si vous prenez les 400 plus grandes fortunes américaines, elles ne sont pas démocrates particulièrement. Et en fait, on va parler, je ne sais pas, de milliardaires démocrates comme Mark Zuckerberg ou choses comme ça. Et en fait, je rencontre aux États-Unis, je donne un exemple tout bête. Pendant le Covid, tout est fermé, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris des études. On va se perfectionner un peu en anglais, ça fait toujours du bien, faire un peu de sciences. J'ai fait des sciences politiques également, parce qu'aux États-Unis, vous êtes obligé de prendre des semestres de telle et telle matière, même si ça ne me concerne pas. Et la chose intéressante, c'est qu'ils nous donnaient des articles de presse à lire. Et ces articles étaient tous les mêmes. C'est, par exemple, le terrorisme est 100% de la faute des Blancs, de l'Occident. Le blanc est responsable de tous les maux. Oui. Dans tous les articles. Tous mes articles disaient toujours Israël assassin. En contrebalance. Tous ces articles allaient toujours dans ce qu'on appelle un extrêmement à gauche. Très, très à gauche. Dans le wokisme, etc. Oui. Et ce que je remarque, c'est que tous les étudiants aux États-Unis, pour beaucoup d'entre eux, sont brainwash. C'est-à-dire qu'ils ont le cerveau lavé. Et beaucoup de ces milliardaires que vous voyez à gauche, vous remarquerez, ce sont des milliardaires de Californie et de New York, qui sont en fait des États où depuis très longtemps, l'école lave le cerveau des gamins et extrêmement, ont appliqué l'effet wokisme, et extrêmement, extrêmement à gauche. Et vraiment, c'est profond. Et ces milliardaires, comme les autres, ont suivi des programmes scolaires, même s'ils ont été dans l'école privée ou whatever, dans leur fac, vous avez les plus grandes facs américaines, elles sont d'extrême gauche aujourd'hui pour la plupart. Bah, c'est pareil un peu ici. Hein. c'est quand même très à gauche, hein, l'enseignement. Et moi, je pense que ce n'est pas une hégémonie, parce que vous avez des milliardaires du Texas, c'est un peu différent, vous avez d'autres personnes qui font leur propre idée. Je pense que vous avez ces gens, même qui sont milliardaires ou intelligents, qui ont le cerveau depuis tout petit, on leur explique que les criminels, ce n'est pas de leur faute, c'est la faute de la société. Que la faute, c'est vraiment la faute, c'est le mâle patriarcat, c'est le blanc, etc. C'est lui qui est responsable de tout. Et donc, il faut combattre ce mal. Oui, d'ailleurs, il y avait une théorie qui disait que on peut pas il n'y a pas de racisme anti-blanc parce qu'on ne peut pas être raciste contre l'oppresseur. Ça, c'est une théorie wokiste. Hein. Donc, mais aux États-Unis, l'Amérique a été un pays raciste. Ça, on ne peut pas le nier. On a eu des lois ségrégationnistes, anti-noirs, anti-juives, anti-chinois. Les gens en parlent très peu, mais les Chinois n'avaient pas le droit à la nationalité américaine jusqu'à très tard. Je crois qu'ils ont eu droit à la nationalité américaine dans les années 60, 70. Il y avait la discrimination envers beaucoup de gens. L'Amérique était un pays raciste. Aujourd'hui, pour y vivre maintenant depuis 20 ans, je peux vous dire une chose, c'est que l'Amérique, l'État lui-même américain, est tout sauf raciste. Vraiment. C'est très impressionnant. Vous allez dans n'importe quelle administration, vous avez... c'est très hétérogène. Vous avez vraiment de tout, des Afro-Américains, des Asiatiques, des Blancs, des Latinos, pareil dans la police, c'est vraiment partout.
Et en plus, aux États-Unis, vous pouvez toujours attaquer l'administration. Donc l'administration essaie vraiment d'éviter d'être raciste. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Tu m'avais Oui. dit par contre que ce que l'on croit être le pays de la libre entreprise, c'est devenu une catastrophe, c'est devenu un État communiste. Puisque... moi, je le vois dans certains. Alors, je ne connais pas tous les États, pour être honnête. Il y a 50, je ne peux pas avoir une expérience dans 50 États. Je le vois dans le Nevada, je le vois dans la Floride, qui sont pourtant des États pro-business. Aujourd'hui, ouvrir ne serait-ce qu'un restaurant, ça devient une mission impossible. Ils vous demandent tellement d'autorisation, tellement de contrôle, tellement de choses, mais anodines, qui n'ont pas de sens. On se croit réellement, c'est l'administration castriste. On a l'impression que c'est. Un ami un jour m'a dit, mais j'ai l'impression que tous ces gens qui ont fui Cuba, qui ont fui le Venezuela, se retrouvent à travailler dans l'administration et vont appliquer les mêmes règles. Voilà l'impression qu'il avait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour aujourd'hui ouvrir un restaurant, même à Las Vegas, dans le centre-ville de Las Vegas, vous pouvez attendre 18 mois pour avoir vos autorisations. Ah, c'est ce que je dis. Ça va plus vite en France, là, pour le coup. Ouais. Pourtant, ça dépend des villes. C'est vrai que c'est pas tout le pays, parce que ça dépend des villes, mais comme ces États qui sont pro-business, vous mettent des bâtons dans les roues et vous demandent des choses qui sont complètement aberrantes. Et ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui d'ouvrir un commerce qui reçoit du public. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens essayent de faire du commerce en business to business, ne plus recevoir de public, et ça devient un peu plus facile. Et je le vois même aujourd'hui dans les taxes, parce que la TVA est très spéciale aux États-Unis. La TVA marche par État. Elle ne marche pas, elle n'est pas nationale comme en France. Et j'ai remarqué qu'au début d'Internet, quand on achetait par exemple des choses sur Internet, si ça venait d'un autre État, c'est très simple, on ne payait pas de TVA. Et aujourd'hui, tout a changé. Maintenant, nous avons des systèmes de TVA mis en place, où ça dépend du chiffre d'affaires que vous faites dans tel État ou tel État. Tout est devenu très compliqué. Alors qu'on était sur un système très simple à la base. Usine à gaz, c'est ça. On met une usine à gaz à tous les niveaux. Et c'est ça qui est très compliqué aux États-Unis. Alors, moi, j'ai connu les États-Unis, vous aurez visiblement. Il est toujours rapide d'ouvrir une société, mais tout était simple. Genre, on ne se prenait pas la tête. Tout, comme je disais au début, tout était accessible. Et aujourd'hui, tout est compliqué. Nous avons ce niveau de... J'ai l'impression que les États-Unis, toute une partie des États-Unis se socialisent réellement. Bah oui, c'est le néolibéralisme. Voilà. Et ils sont encore plus dans les États démocrates, et je le vois réellement. Comme je disais, vous avez cette influence, cet embrigadement depuis que vous êtes petit. On vous explique le wokisme, on vous explique que l'État est raciste, alors que l'État américain, honnêtement, j'ai voyagé un peu partout dans le monde. Alors, je ne veux pas être mauvais envers les Français, mais l'Amérique, c'est un des pays les moins racistes du monde. Il faut savoir. Vas-y. Tu me disais au détour, parce que tu observes aussi le monde comme nous, tu me disais tu as des attaches en Israël et que Israël est en train de muter de l'occidentalisme à l'orientalisme. Tu me disais ça, c'est intéressant. C'est un mouvement de fond qui se passe. Ce n'est pas quelque chose de voir en 2 jours, mais c'est quelque chose qu'on remarque. Ne serait-ce que les accords d'Abraham. D'ailleurs, c'est grâce à Trump qu'il y a eu les accords d'Abraham. Et ce qui est drôle, ce sont honnêtement, depuis les accords de paix avec l'Égypte, il n'y a jamais eu d'accord de paix aussi important au Moyen-Orient. Et je trouve que ça a été tellement minimisé parce que c'est Trump qui était là au pouvoir. Bien sûr, il fait la paix. Si c'était Biden au pouvoir, je peux vous dire qu'on s'aurait été, mais on l'a entendu, mais toute la journée pendant 1 an. À l'époque de la paix à Camp David en 92, on a tout passé à la télé, on en parlait tous les jours. J'étais jeune, c'est vrai, mais c'était non-stop. Je vois donc ces accords de paix avec le Moyen-Orient montrent une chose, c'est qu'aujourd'hui, Israël s'orientalise. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, Israël partait du principe que tous les pays arabes étaient un pays ennemi. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, Israël part du principe, même si elle avait essayé des accords de paix, mais ce n'était pas des amis pour autant. Aujourd'hui, Israël part du principe qu'elle peut être alliée avec des pays arabes et qu'aujourd'hui, elle peut être alliée avec des pays d'Asie. Elle se tourne beaucoup plus vers l'Asie que vers l'Occident. Voilà, c'est aussi un pilier. Au niveau géopolitique, Israël, c'est très, très, très important puisque, je le rappelle, elle sépare l'Asie de l'Afrique. Et si vous voulez, normalement, il y a une continuité, Afrique, Asie, Europe par la terre. Ça se rejoint. Oui, Israël est placé là au milieu, c'est comme ça. Et en fait, au niveau géopolitique, c'est vraiment super important. Et si les Israéliens, de leur propre chef,
tournent le dos à l'Occident, c'est quand même un signe fort je dirais, de réalisme, de se réveiller du fait que leur position géographique n'est pas occidentale, de toute manière. Et ce qui est drôle, c'est que Israël est vraiment un pays extrêmement occidentalisé. Pour eux, il n'avait rien à voir avec l'Orient. Et effectivement, aujourd'hui, cela change. Aujourd'hui, l'avantage d'Israël, c'est qu'elle vend sa technologie. C'est un pays hautement technologique. Et donc, d'autres pays qui se développent aujourd'hui ont les moyens, se disent, nous aussi, nous voulons une haute technologie et créent des associations avec Israël, même s'ils sont amis avec des ennemis d'Israël. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut voir aujourd'hui l'Arabie Saoudite qui se rapproche de l'Iran, mais qui ouvre son ciel aérien à Israël. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est incroyable. C'est pour ça que je pense que on va vers un nouvel ordre mondial, pas celui qui était prévu, mais on va vers un nouvel ordre mondial et que en fait ceux qui en prévoyaient un autre gesticulent pour pas que ça se fasse. Mais en face, c'est aussi très puissant au niveau, je dirais, même démographique. Ils ont beaucoup plus de monde et beaucoup plus de promesses et leur monnaie tient sur quelque chose. Leur monnaie tient vraiment sur quelque chose. Donc, c'est que nous, on sait qu'on tient sur de la dette, on tient sur des promesses et tout peut s'écrouler. Il y a encore une banque américaine qui a fait faillite, hier ou avant-hier, la 14e banque. Ah, ça reste toujours des petites banques, effectivement. Oui, je sais, mais ça veut dire que les marchés les lâchent. Quand une banque fait faillite, il faut savoir qu'une banque, c'est une usine à acheter de l'argent. Voilà, ça achète de l'argent pour la revendre un peu plus cher. C'est un peu ça. Là, on leur a dit non. Donc, ils sont lâchés par leur propre père qui estime que c'est plus solvable. Donc, là, c'est une banque à 20 milliards, je crois. Voilà, mais on est loin on est à 20 fois moins que Lehman Brothers. Mais voilà, donc les banques régionales sont en train de couler. Pour un exemple, Chase, la plus grande banque aux États-Unis, est assise, je crois, sur 60 milliards de dollars de liquidité. Donc, oui, too big to fail, ils disent. Too big to fail. Voilà. À la Chine, juste un petit truc, je travaille beaucoup avec la Chine, et ce qui est intéressant, c'est que les Chinois, aujourd'hui, vous avez des centaines de millions d'étudiants, c'est-à-dire que les chiffres sont énormes, apprennent à l'école et constamment que la Chine a été la première puissance du monde pendant 1000 ans, au bas mot, qu'ils ont raté le virage de la révolution industrielle, et qu'aujourd'hui, la Chine, son but, mais vraiment son but ultime, c'est reprendre la place de leader mondial. Du commerce. Même la politique aujourd'hui. Oui, non interventionnistes, ils s'en foutent de ce qui se passe dans les pays, mais quand on voit... Moi, je vois des amis africains qui me racontent aujourd'hui la Chine est partout en Afrique. C'est impressionnant. La Chine construit l'Afrique. La Chine investit partout. Je vois un truc tout bête. Baladez-vous dans le monde entier, parlez des Chinois quand vous êtes quelque part. Vous verrez que tous les Chinois de l'endroit où vous êtes viennent du même coin. En Chine. À chaque fois. C'est-à-dire que la Chine, elle programme son immigration. C'est-à-dire que tous les Chinois qui vont à l'étranger, c'est le gouvernement qui leur dit où aller. Ils sont tous de la même région, parce que c'est plus facile, parce qu'ils parlent parfois des dialectes locaux, ils sont du même coin. Et il y a un programme derrière. C'est pas anodin. On peut le voir, moi, quand je parle avec des Chinois, je parle beaucoup avec des Chinois, quand on voit leurs informations sont complètement différentes des nôtres. Et je pense qu'aujourd'hui, la Chine a une vraie volonté d'hégémonie. Alors, ça s'associe à d'autres pays, mais peut-être que je me trompe. Je ne suis pas politicien, je ne suis pas un spécialiste, mais pour l'instant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est assez impressionnant. C'est le monde, et qu'est-ce que tu veux. En tout cas, tu es très clair, et je pense que les gens ont appris beaucoup de choses. Vous voyez, ça, c'est. Est-ce que toi, alors, tu as appris toi aussi moi, tout ce qu'il dit, évidemment, je suis en accord complet. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, Arnold. Oui. Est-ce que tu ne serais pas un peu complotiste? Ah non, je ne suis pas du tout. J'ai pas du tout. Moi, je suis pas complotiste ou whatever. Je dis ce qui ne va pas. C'est pour ça que quand je dis que je ne suis pas d'accord avec vous en disant qu'il y a un truc mondial par rapport. Moi, je pense que les gens qui. Pourquoi l'Amérique va à volo, c'est qu'en fait, ce sont des gens qui sont nés dans certains États et l'école étant très à gauche dans ces États vous amène à penser ça. Mais est-ce que vous ressentez la perte d'hégémonie mondiale de l'Amérique sur le monde? En Amérique, on ne s'en rend pas compte. Vous savez, je vais vous dire un truc tout bête. Quand vous êtes aux États-Unis, vous ne voyez même pas ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire qu'ils vous montrent ce qui se passe en France parce que ça fait rire. Vous savez, les Américains ont plus montré des images de Français en train de boire l'apéro devant les rues en flammes. Ça a beaucoup fait rire. Ouais. Voilà, ils savent aujourd'hui ce qui se passe, les riots, parce qu'il y a
désolé, parfois je parle un peu en anglais, les manifestations, parce qu'il y en a tellement que forcément les journaux américains le montrent. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'aux États-Unis, en France, le journal, on regarde la messe de 20h ou de 13h, c'est national. Aux États-Unis, le journal est local. Ouais. Les Américains sont très, très tournés sur le local. Ils connaissent que quelques brèves de l'international. Donc, ils ne s'en rendent pas vraiment compte s'il y a une perte d'hégémonie. On ne s'en rend pas compte dans la vie de tous les jours. La chose qu'on se rend compte dans la vie de tous les jours, forcément, c'est l'inflation qui a été beaucoup plus forte en France. C'est-à-dire qu'il y a, au début des années 2010, la plupart des grandes villes américaines, à part New York et San Francisco, étaient beaucoup moins chères qu'en France, pour le coût de la vie, et qu'aujourd'hui, on est 2 fois plus cher. D'accord. Donc, ça vous donne c'est incroyable. L'inflation. On parlait par exemple de la Floride, il y a des quartiers qui, en 1 an, ont été multipliés par 3. C'est impressionnant. Les courses, je vois les gens qui touchent des pensions d'État, qui sont retraités, beaucoup d'entre eux aujourd'hui ne s'en sortent pas. Les prix ont flambé. Moi aujourd'hui, alors c'est vrai que je mange ma viande organique, je mange des produits un peu sains, je n'achète pas de boîte ou choses comme ça. Juste avec ma femme, j'en ai pour une semaine, il y en a un minimum $350 de courses minimum pour 2. Que 2, ouais, c'est énorme. J'achète des fruits, des légumes, de la viande, du poisson. Voilà, je n'achète pas d'alcool, je n'achète pas de trucs comme ça. Ça revient très, très cher. Le coût de la vie. Alors après, les salaires sont plus élevés également. Mais voilà, c'est tout ce qui… Voilà. Les Américains, pour essayer de répondre, désolé, je me disperse un peu. Mais pour répondre à la question, Antoine, c'est qu'ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas tellement leur problème. Ils sont très locaux. Pourquoi ? Parce que le pouvoir local est très important. C'est ce qui se passe dans leur ville. On est fiers de notre ville, on est fiers de notre État. D'accord. Donc, les gens n'ont pas trop ce rapport à l'international, à part certaines personnes dans des grandes villes qui ont fait des études, qui vont vraiment s'intéresser à ces problèmes-là. C'est intéressant à savoir comment consomme l'information aussi. Aux États-Unis, on consomme plus local, donc c'est-à-dire d'État, des informations d'État plutôt que des informations ouvertes. Par exemple, l'histoire de Tucker Carlson qui s'est fait virer, tout ça, vous êtes au courant quand même. Oui, ça, on en parle, c'est une star aux États-Unis. Sur Fox News, c'est quelqu'un qui est connu. Les gens en ont parlé, bien entendu, les gens en parlent. Mais les Français, pour se comprendre, quand vous regardez un JT aux États-Unis, il y a plus de temps sur les embouteillages qu'il y aura dans la journée à telle heure ou telle heure quand il y a un accident que sur la politique internationale. D'accord. Et ils pensent quoi, les gens que tu côtoies, les Américains de l'histoire de Tucker Carlson, par exemple actuellement, depuis que j'ai eu quelques soucis personnels, donc c'est arrivé récemment, j'ai pas eu le temps de parler à des gens au sortir, quelques problèmes à régler, donc j'ai pas eu encore d'écho là-dessus. Tu croises beaucoup d'Américains, dans ton métier, je ne sais pas ce que tu fais. Dans mon business, dans mes amis, j'ai beaucoup d'amis américains. Dans ma vie. Et que pense ton cercle le plus proche, on va dire, de collègues dans le business? Que pensent les gens de l'histoire de la fraude aux États-Unis, des choses comme ça? Alors, vraiment, c'est clivant. Vous avez vraiment un côté républicain qui pense qu'il y a une fraude. Comme je le disais tout à l'heure à Christophe, on a vu des choses assez hallucinantes. On veut voter, on ne peut pas. L'histoire des masses, etc. Ces voix qui ont été trouvées, 300 000 voix d'un coup. Donc, beaucoup de républicains ont pensé que c'est une fraude. Aujourd'hui, ce qui est drôle, je vois que même des démocrates pensent que ça ne va pas du tout. C'est-à-dire des gens vraiment qui sont deeply démocrates et qui disent ça ne va pas, ça part à volo, c'est pas normal ce qui se passe en ce moment, mais qui vont quand même voter démocrate à la prochaine élection. Parce que, mais c'est ça, vous avez le cerveau. Quel que soit le candidat. Quel que soit le candidat, ou à moins. Ils sont presque aussi débiles que nous. Hein. Comment vous avez des gens qui votent pour un camp et quoi qu'il arrive, ils voteront pour ce camp-là. Même si ça ne va pas, même s'il y a beaucoup de problèmes, même si… Regardez, vraiment, je reprends la ville de San Francisco. Ils ont voté pour un district attorney. Le district attorney, c'est le procureur général de la ville. Donc, c'est lui qui dit on poursuit, on ne poursuit pas. Ouais. Donc, ils ont voté pour un type quand même dont les parents ont été en prison pendant 20 ans pour meurtre. Bon, on n'est pas responsable de ses parents, mais qui faisait partie d'un groupe d'activistes d'ultra-gauche. Et donc, quand ses parents ont été emprisonnés, il a été élevé par le président de ce groupe. Ah ouais, d'accord.
parle de groupes limite terroristes. Hein. Ils ont Oui, type Antifa, Blog, un incendie, la personne est morte, etc. Enfin voilà, on parle limite d'un groupe terroriste. Ce type-là a été élevé par la présidente de ce groupe. Donc, partait du principe qu'il ne fallait pas mettre les gens en prison. Donc, comme je dis, en Californie, on n'arrête plus les gens parce qu'ils ont volé moins de $950, mais on n'arrête pas quelqu'un qui vous tape dans la rue. Vous ne pouvez plus porter plainte pour ça. Quelqu'un vous. Voilà. Donc, ça a été tellement loin à San Francisco, c'est devenu tellement invivable que les gens ont fait aux États-Unis, on peut en fait révoquer quelqu'un, même s'il est élu. On peut faire une pétition et le révoquer. Donc, il a été révoqué. Mais pensez-vous qu'ils auraient voté ensuite pour quelqu'un qui va dire, écoutez, moi, je vais nettoyer la ville, comme avait fait Giuliani en 93 à New York. À New York, ouais. Voilà. Mais absolument pas. Les gens ont revoté pour quelqu'un qui est deeply démocrate. Tu as la même chose à Paris, où elle a pourri la ville, l'autre. Il y avait des rats partout. Finalement, il avait commencé aussi. Hein. Ouais, non, mais je peux te dire que moi qui vis à 4 km de Paris, on voit vraiment le truc. Voilà, et ils ont voté à 80% pour elle. Quoi. Parce que ces gens très aisés, tu sais, on vend de tout maintenant. On vend même une conscience. Ouais. Et pour leur conscience, eux qui auraient des scrupules à vivre dans le luxe, parce qu'à Paris, il faut vraiment avoir de l'argent pour y vivre, plutôt que d'aller aider dans des associations, donner, ils votent à gauche. Comme ça, ils n'ont rien à donner. Je dirais, le vote à gauche, c'est le vote du radin qui veut s'acheter une conscience. Mais qui va... je suis d'accord avec toi, mais il faut savoir une chose aujourd'hui qu'on voit aux États-Unis, c'est la première fois que ça arrive en Californie, je crois, depuis 1915. La Californie a perdu des habitants. Oui. C'est-à-dire que les gens, quand je dis une migration, pourquoi la Floride explose comme ça? Parce que vous avez des gens qui en ont marre, ils disent c'est plus possible et ils partent. Parce qu'aux États-Unis, il est beaucoup plus facile de migrer qu'en France, même à l'intérieur du pays. En France, c'est compliqué de quitter sa ville, de quitter sa région. Vous habitez à Paris, vous voulez vivre à Bordeaux, si vous voulez voir un appartement, il faut un garant, 3 fois. C'est très compliqué. Aux États-Unis, après, vous n'avez pas le temps, je pourrais vous expliquer dans notre émission, on a ce qu'on appelle on te invitera, t'inquiète pas. Tu seras bienvenu, j'aime bien, c'est intéressant. Qui fait qu'on a un score par rapport au paiement de nos factures et nos crédits. Donc, on a une réputation financière. C'est à la chinoise. Alors, écoutez ça. En Chine, ils ont un crédit social, encore plus loin. Donc, on a ce crédit score, donc une réputation financière. Vous arrivez avec votre crédit score, vous louez un appartement dans la journée. Ce n'est pas un problème. Donc, il est très facile de pouvoir déménager aux États-Unis. Et en plus de ça, contrairement à la France, il n'y a pas que 2 ou 3 pôles économiques. Beaucoup de nombreuses villes ont des pôles économiques. C'est très important. Et là, ce qu'on voit, par exemple, donc les gens de Californie quittent la Californie en masse. Et pourquoi ils quittent la Californie en masse? Pour aller dans des États républicains. Énormément. Bon, il y a le Nevada, le Texas et la Floride, qui sont les États dans lesquels ils vont le plus. Et c'est la première fois en 100 ans que la Californie perd des habitants. C'est impressionnant. Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui se disent ce n'est plus possible, on ne peut plus vivre là-dedans. Comme les choses n'évoluent pas, ils partent. Pareil pour Chicago. Chicago, ils avaient un maire, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'ancien maire de Chicago. Oui. Non, la mairesse. On leur dit une shootée au crack, la femme. Peut-être qu'elle a. Maintenant, il y a un nouveau maire, mais qui est pire. Parce qu'à Chicago, on a eu En fait, les jeunes, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça il y a 2 semaines, les jeunes sont réunis dans le centre-ville, à centaines, et ont pillé tout le centre-ville. Gratuitement. Cassé toutes les voitures, ont tout pillé. Et le maire a dit, c'est normal, laissez-les faire. Démocrate. On a une question. On va remplacer un maire démocrate qui était horrible, pas un autre maire démocrate qui est encore pire. Oui, ils sont piqués à ça. Alors, d'où la question qui est là, qui est intéressante, parce que je vais te parler d'un démocrate. Comment Robert Kennedy est perçu par les Américains, sachant qu'il est démocrate, il se présente sous l'égide des démocrates? Alors, je n'ai pas encore beaucoup parlé de ce sujet avec mes amis, je vous le dis. L'important en élection américaine, c'est pas comment vous êtes perçu au début, c'est comment vous faites votre campagne. Oui, aujourd'hui, il a des millions et des millions de dollars pour faire les campagnes, c'est important. C'est-à-dire que l'Amérique, c'est un peu moins aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on dit toujours l'Amérique, c'est un pays où 1 an avant, on ne connaissait pas le président. Oui, c'est vrai, Obama. Ouais. Obama, à part quelques spécialistes, moi je le connaissais d'avant, parce que j'étais aux États-Unis, mais à part quelques spécialistes, car très peu de gens connaissaient Obama. Très peu de gens connaissaient Clinton. Les gens ne connaissaient pas Trump en politique, ils le connaissaient juste parce qu'il était connu. Businessman, et voilà.
Il n'a jamais été élu de sa vie. Et donc, c'est le cas aux États-Unis, on élit des inconnus. Ça, avec le temps, Mais là, il y a quand même un non-démocrate, Kennedy. oui, c'est très fort. Il est plus démocrate que républicain, lui, dans sa politique. Mais pourtant, il a une politique, il parle d'une politique plutôt trumpiste, où il veut dire la vérité, il veut assainir le marais. Voilà. Et ça, tu me dis, les gens sont presque aussi cons qu'en France, visiblement. C'est-à-dire qu'ils virent un démocrate pour remettre un démocrate. Quoi qu'il arrive, ce sera un démocrate pour les démocrates. Alors, parfois, vous avez un ras-le-bol. On l'a vu à New York en 93. Jamais on aurait pensé qu'un maire. Oui. Et les gens ont eu un ras-le-bol. Mais aujourd'hui, ils ont remis des maires démocrates. Et New York est en train de sombrer. À New York, vous avez c'est une catastrophe. Partout. C'est une catastrophe. Et puis l'histoire du fentanyl qui est en train de faire des ravages dans toutes les villes, les grandes villes démocrates, c'est une catastrophe. Tu vois, au Texas, tu vois pas ça. Non, tu m'avais dit, Arnaud. Là, j'étais à Miami. Vous voyez quelques SDF, c'est normal. Enfin, ça ne devrait pas être normal, mais vous en voyez quelques-uns. Ça n'a rien à voir avec Philadelphie, que je bien, San Francisco, même Los Angeles. Vous allez à Los Angeles, vous allez à Venice Beach. Venice Beach a toujours été connu pour avoir des clochards, mais c'est des clochards, des SDF. C'était presque marrant, c'était folklorique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça peut paraître un peu malsain et mauvais, des gens vont peut-être me reprocher de dire ça, mais il y a plein de gens qui faisaient des mendicidtés assez marrantes. Il y avait un côté un peu hippie. Aujourd'hui, je ne mets pas un pied sur la plage de Venice Beach. Je n'y vais pas. Je suis allé avec ma femme. Je suis rentré. Je dis à ma femme, pars tout de suite. C'est trop dangereux. C'est glauque. À un moment donné, toute la plage était remplie de tentes. Ils ont essayé de faire le ménage un peu à Los Angeles. Mais c'est impressionnant. Enfin, ce n'est plus supportable. Enfin, je ne sais même pas où on va aller. Tu m'avais dit, tu m'as dit que des anciens Américains t'avaient dit qu'ils avaient connu ça un peu sous Carter. Jimmy Carter. Alors, Jimmy Carter, effectivement, beaucoup de gens vous disent de 78 à 82, Jimmy Carter, président démocrate, et l'Amérique était en crise. Il y avait une vraie crise suite à la crise des 73, le choc pétrolier. Et à cette époque, il y avait ce qu'on appelle, comme aujourd'hui, c'est un empire, il y avait une stagflation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de travail et les prix augmentaient. Parce qu'il avait augmenté les taxes. Donc, les gens, la classe américaine moyenne, elle s'en sortait pas. Là, vous pouvez voir dans les films, ça peut paraître bizarre, mais regardez un film comme Rocky. C'est bête, hein? Film Rocky, fin des années 70. Ok, c'est un film sur un boxeur, mais ça, avant la partie boxeur, c'est aussi un énorme film sur la classe ouvrière américaine, de la Rusty Belt. Que vous pouvez voir, et ça montre leurs conditions de vie. Elles sont dégueulasses, c'est horrible, tout est crade, tout est moche. Moi, j'ai des amis à Los Angeles, à la fin des 70, à Los Angeles, on s'est tiré dessus dans la rue, à tous les coins de rue. Vous ne marchiez pas sur Hollywood Boulevard, tout était compliqué. Et aujourd'hui, ça revient. Ce qui est drôle, parce que, il est vrai que maintenant j'y repense, normalement le président n'a rien à voir dans la politique locale, mais là on a un Biden qui ressemble tellement à une politique de Carter, et on retrouve la même chose au niveau local qu'à la fin des 70, c'est-à-dire qu'une montée de la criminalité, une montée de l'usage des drogues. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, sur les 8 dernières années, par exemple, l'augmentation d'usage régulière, journalière de drogue interdite a augmenté de 70%. Bizarrement, tout a basculé à l'arrivée de Sleepy Joe Biden. Hein. Mais moi, je vous le dis, je donne un exemple. Moi, étant aux États-Unis depuis 20 ans, les années Trump étaient un paradis. Ah, voilà. C'est ce que j'attends. Alors, les gens peuvent vous dire quoi que ce soit. Trump, c'était très simple. Il a baissé les impôts. Moi, j'ai vu mon niveau de vie a tellement augmenté par la baisse des impôts. C'est-à-dire que du jour au lendemain, mes impôts ont été divisés par 4. Oh. C'est impressionnant. Nous avons les prix, il n'y avait pas d'inflation. Trump, on avait une inflation à 2%, ou pas. Les taux d'intérêt étaient bas. On avait tout était accessible. Vraiment, je vous donne un exemple tout bête. Aux États-Unis, les salaires sont plus élevés qu'en France. Vous voulez acheter une voiture, vous pouvez acheter un beau 4x4 de luxe qui vaut. Je vous donne l'exemple. J'ai eu le cas, j'étais avec un ami quand il l'a acheté, donc je peux vous donner les chiffres. Il a acheté un 4x4 Volvo, le XC90, le plus beau, tout équipé. Le gros. Voilà. En France, attends, excuse-moi. Spécial dédicace à Tonton. Il sait pourquoi. Il en rêve. Voilà. En France, c'est un 4x4 qui est tout équipé. Quand vous êtes vraiment dans le haut de gamme, vous êtes à 100 000 € à peu près. Donc, il en a mis, il a acheté vraiment toutes les options magnifiques.
Il l'a pris en lease. Aux États-Unis, il est très courant de leaser ses voitures, même pour un particulier. Oui. La voiture, sans apport, sans rien, lui coûtait $750 par mois. Mhm. Alors, pour une voiture à 100 000 € en France, c'est rien finalement. Oui, pour Une voiture qui vaut ce prix-là. Et Mm. quand il a voulu remplacer, il y a quelques mois, sa voiture, il a voulu la demander à avoir la même. OK ? De 750, on est passé à 1350 Double quasiment. Ouais. pour la même chose. Et c'est ça Ouais. aujourd'hui, quand je dis que le rêve américain est brisé, c'est qu'il me dit à 750, ouais, ça allait, ces salaires sont plus élevés, etc. 1350, ça commence à faire trop cher. Mhm. Mhm. Bah, Et tout, c'est pareil. C'est que, regardez un exemple tout bête, vous voyez dans la pop culture américaine, ce que je veux dire, ça va vous faire rire, je sais pas, vous vous souvenez peut-être d'une série des années 80 qui s'appelait Marier 2 enfants. Ah Ouais. oui, oui. Ouais, ouais. Love and Mary. Voilà. Très bien. Elle nous montre quoi? Qu'un type qui était vendeur de chaussures pour acheter une maison assez grande pour abriter sa famille. Mhm. Alors, certes, c'est une série, mais c'était le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, un ouvrier pouvait acheter une maison avec une chambre pour chacun de ses enfants. Ouais. Aujourd'hui, dans les grandes villes, c'est impossible. Il y a même Ouais. cas en France. Ça a disparu. À Vegas, à Miami, c'était encore le cas il n'y a pas longtemps. Il y a 3-4 ans, c'était le cas. Un Mhm. ouvrier, un employé. Alors maintenant, il y a beaucoup moins d'ouvriers. On va parler même un serveur, un simple serveur. Les serveurs gagnent bien leur vie aux États-Unis. Quelqu'un qui travaille dans un bureau, n'importe quoi, pouvait s'acheter une très jolie maison pour sa famille. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ils vont regarder pour un petit appartement. Alors, comment toi tu vois l'évolution là à moyen terme, on va dire sur 6 mois, 1 an maximum? Comment tu vois l'évolution des choses par rapport aux États-Unis, à l'inflation, toutes ces choses-là? Comment tu ressens les choses? Alors, les choses, je ne pense pas qu'elles vont s'améliorer. L'inflation ne va pas disparaître du jour au lendemain. Parce que une chose qu'on oublie, on parle toujours, oui, si l'inflation s'arrête, c'est très bien, mais les prix ne reviennent pas en arrière. Tant que vous n'avez pas d'augmentation des salaires, vous payez toujours aussi cher. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que si avant vous payez $5, maintenant vous payez $10, et on dit, ah, maintenant il y a une inflation à 3%, très bien, mais c'est toujours $10 plus 3%. Si votre salaire n'a pas doublé, vous ne pouvez pas suivre. Donc, oui. Donc, moi, je pense que d'ici 6 mois, 1 an, le niveau ne va pas s'améliorer, ça va faire que s'empirer. Alors, on va nous dire, oui, il y aura moins d'inflation, on sera peut-être qu'à 5%. Pourquoi pas? Parce que l'inflation réduit, j'ai bien réduit, et les prix ne baissent pas. C'est-à-dire que les prix augmentent moins vite. Mais rien n'a changé pour l'instant. Rien ne change. Tu veux dire que La seule chose qui nous sauve, c'est qu'on n'a pas de chômage. Ouais. Alors, pourquoi on n'a pas de chômage? Ce n'est pas économique. On a à peu près tous la même génération. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était à l'école primaire, on nous expliquait qu'il fallait faire plein d'enfants parce qu'on n'aurait pas de gens pour remplacer les boomers qui partaient à la retraite. En fait, pourquoi on n'a pas de chômage? C'est que toutes ces générations, qui est la plus grande génération de l'histoire en termes de population, part à la retraite, on n'a personne pour les remplacer. Donc, on a cet effet-là, un coup de chance, parce que normalement, on devrait être en crise économique. Ce n'est pas vraiment le cas, parce qu'il n'y a pas de chômage. Mais le problème, c'est qu'avec l'inflation, alors certes, on a une augmentation des salaires, mais pour pouvoir réellement être augmenté aux États-Unis, il faut changer de compagnie. Il y a ce côté que quand vous restez dans une compagnie où vous demandez une augmentation, c'est plus compliqué à avoir que si vous changez de compagnie. Donc, vous avez les lésés d'un côté qui ne changent pas de compagnie, qui ont peur de changer de compagnie, qui ont quand même un certain confort quand vous travaillez quelque part, et surtout avoir de mal à vivre. Alors que, honnêtement, il y a encore, donc avant le Covid, la classe moyenne américaine avait un confort de vie exceptionnel. Les gens ne s'en rendent pas compte. La classe moyenne américaine avait un confort de vie digne des cadres supérieurs en France. Et je pèse mes mots. D'accord. Je vous donne un exemple. Un couple de serveurs à Las Vegas, le serveur, on va pas très loin, je ne sais pas de cas ni rien, qui travaille, pas un truc tout pourri, qui travaille un truc un peu sympa, se payer une maison de 250 à 300 mètres carrés avec piscine, et chacun avait un beau 4x4. En France, 250-300 mètres carrés et chacun un beau 4x4, ce sont des cadres sup en général, ou des gens qui ont des sociétés qui tournent bien. Et c'était le cas il y a encore 4 ans. C'est ça qui est hallucinant. En tout cas, on a fait. C'est bien parce que voilà, philosophie différente, mais constats quand même qui sont similaires à ce qui est décrit. Voilà ce qui se passe aux États-Unis. Alors vous me direz pourquoi on parle des États-Unis? Pour ceux qui n'ont pas compris, on est sous influence américaine plus que jamais. L'Europe étant pour eux une espèce de
L'Europe et tous les organismes qu'ils ont créés, les organismes mondialistes, ONU, tout, c'est des outils. D'ailleurs, jamais l'ONU n'a voté de résolution contre les États-Unis au crime, tu sais, quand ils votent des résolutions, alors qu'ils ont commis plein de crimes. Donc, on voit bien, vous voyez la puissance américaine dont on s'est à un moment donné paré, parce qu'on s'est dit, ils nous protègent du communisme, de tout ça et de tout ça. Sauf le communisme arrive maintenant. C'est ça qui est en fait. C'est incroyable. Et juste, tu parles de l'ONU, regarde, juste un truc tout bête, regarde tout simplement les condamnations de l'ONU ces 20 dernières années. Ah ben, on sait. Regarde les condamnations de l'ONU des 20 dernières années. Bon, alors, peut-être parce que comme tu dis, j'ai des relations avec Israël. Alors, je ne suis pas un homme politique ni un businessman international avec Israël, c'est juste, c'est un pays que je connais. Tu regardes que 80% des condamnations de l'ONU concernent Israël. Bien sûr. Alors, maintenant, l'ONU est dirigée par des gens qui veulent protéger Israël. Non, condamne. C'est 80%. C'est pas qu'on soit d'accord ou pas que c'est politique, c'est une chose, mais comment un pays peut concentrer 80% des condamnations? Ce n'est pas possible. À chaque fois qu'il y a des pays partout où la démocratie n'est pas partout. Après, on peut aller plus loin. J'ai des amis à New York qui ont travaillé à l'ONU qui m'ont expliqué en fait qu'il y a un groupe. Alors, très intéressant, quand on est allé à New York, on rencontrait beaucoup de gens de l'ONU. C'est intéressant. Qui m'ont expliqué en fait qu'il y a un groupe qui s'est fondé à la fin des années 60, début des années 70, qui a été mené par l'Union soviétique. Et c'est un groupe de 54 pays qui votent tous à l'unisson contre Israël. Et ce qui se passe, c'est pour ça que l'ONU est biaisée. Je me souviens, il y avait ce type du Soudan du Sud qui ont quand même subi un génocide, 300 000 morts dans le Soudan du Sud, on n'en a pas beaucoup parlé, le Darfour, qui disait, mais en fait, on ne peut rien dire, la seule chose qui intéresse, c'est le conflit israélo-palestinien, et ça ne vote que là-dessus. Alors, je te garantis qu'on n'en parle plus. Non, ici, il n'y a plus du tout un mot sur le conflit israélo-palestinien. Alors, je ne sais pas aux États-Unis comment ça se passe, mais je peux te garantir qu'ici, ça fait 10 ans que ce sujet est complètement tabou et qu'il n'y a plus aucun reflet dans l'actualité de ce qui se passe à Gaza, etc. Donc, je pense que ça a viré chez nous. Voilà. Pourquoi on en parle moins aussi? Parce que, justement, Israël est maintenant en paix et en affiliation avec les pays du Golfe. Oui, donc, l'un dans l'autre. Vous avez... tout bête, hein. Vous allez aujourd'hui, mais c'est un truc, vous allez, mes amis me disent, vous allez à Abu Dhabi. Abu Dhabi, aujourd'hui, vous avez du vin cachère dans les restaurants, vous avez des synagogues à Dubaï, vous avez aujourd'hui les Émiratis qui sont en Israël. Il faut savoir que les incubateurs de start-up en Israël aujourd'hui, plusieurs d'entre eux sont financés par des fonds du Moyen-Orient. Depuis d'accord. Il y a des milliards de dollars qu'on met. C'est pas du complotisme, c'est de l'investissement. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils se disent, ils investissent dans la technologie. En Israël, il y a de la technologie, il y a beaucoup d'ingénieurs et ils investissent à coût de milliards de dollars dans les startups israéliennes. Donc on dit, ça n'a rien à voir avec un complot ou des vagues. C'est simplement, voilà, des gens ont de l'argent, des gens ont des idées et ça fait du business. Alors, à propos, bon, pas forcément d'Israël, mais de l'Afrique en général. Est-ce que vous êtes au courant aux États-Unis que l'hégémonie américaine en Afrique est en train d'être complètement délestée de chaque pays qu'elle asservissait, tout comme l'Occident en général est en train de perdre l'hégémonie au profit des BRICS, entre autres la Russie et la Chine, qui ont beaucoup aidé beaucoup de pays à se libérer du joug de l'asservissement de l'Occident. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe en ce moment avec l'Afrique? Alors, les Américains ne savent même pas, vous parlez de l'Afrique aux Américains, ils ne savent même pas ce que c'est. Vraiment, ils ne savent même pas. Toi, par exemple, est-ce que tu. Alors moi, j'ai des contacts, j'ai beaucoup d'amis, j'ai des amis africains, même aux États-Unis, etc. Je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde. Pour moi, un truc tout bête. Dans la vie, vous suivez quelqu'un, soit qui vous fait peur, ou soit que vous respectez. C'est ça, un leader, c'est ça. Si vous amène la peur, vous le respectez. Comment un pays dont à la tête on a un mec qui ne sait même pas où il est, c'est-à-dire que Biden ne sait même pas où il est, il sait pas ce qu'il peut soit instaurer la peur ou le respect, ça devient compliqué. Et résultat, comme je disais à Christophe tout à l'heure, vous avez des pays comme la Chine qui sont très puissants, qui savent qu'on a des politiques à très long terme. C'est une grande différence, c'est que l'Occident n'a pas de politique à long terme. Non.
Tout est l'élection, la prochaine élection, dans 4 ans, dans 5 ans, on parle de la prochaine élection. Et Ouais. d'ailleurs, on voit la France depuis De Gaulle. C'est quoi les grands travaux de la France depuis De Gaulle? Que dalle. De la merde. C'est liquider le pays au profit des La liquidation au profit de Rothschild. Comment un pays qui a tellement un niveau tellement d'ingénieurs de qualité tel que la France n'a pas depuis 30 ou 40 ans eu de nouveaux systèmes pour l'énergie? Il y a plein de systèmes comme l'exploitation des algues, on pourrait créer du gaz. Les mecs qui se barrent. Fournir toute l'Europe en gaz. Mais vous avez des pays comme la Chine, moi je parle beaucoup avec les Chinois, les plans sont faits à 10 ans, 20 ans. Mais oui, non, mais c'est une vision. Ouais. Ils se foutent après ils se foutent du peuple, c'est-à-dire qu'il faut déplacer des gens pour mettre un barrage. Oui, il y a pas de. C'est des maths, ils font des maths pures. Mais les autres pays se disent, mais qui on va suivre? Ces pays-là, ils sont forts, ils sont sûrs. Dans 20 ans, ce sera toujours pareil. Le problème, moi, je suis démocratique. J'aime la démocratie parce que vivre dans les pays totalitaires, c'est très compliqué quand on parle avec les gens qui en viennent. Mais beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui se disent que notre politique est une politique politicienne qui change constamment. Nous n'avons pas de règles à long terme. Donc, pourquoi nous faire confiance? Pourquoi nous suivre? Ça n'a pas de sens. En plus, dès que vous voulez faire quelque chose, vous avez maintenant les gens qui disent « Ah non, mais c'est pas bien, c'est du colonialisme, vous pouvez pas faire ça là-bas ou ça là-bas, ça là-bas ». Les gens confondent tout. Faire du business, c'est pas du colonialisme. Avoir une influence d'État, c'est comme ça que ça marche. Et on perd au profit de pays puissants qui n'ont pas de dissidence. C'est-à-dire qu'ils vont d'un seul pas, donc ça rassure. Vous savez, il y a une étude qui a été faite il y a des années de ça, où je me souviens plus de cette étude, où si on suit un scientifique, une personne dont on pense qu'elle a un statut, une autorité, c'est ça. On peut aller très très loin. On peut faire des choses horribles. On en parle dès que l'autorité se fâche avec quelqu'un d'autre qui a une autorité, c'est fini. On arrête de le suivre. Mais c'est l'expérience de milligrammes. Voilà, c'est ça. Et justement, nous complotistes, et moi je m'en fous, ils peuvent nous appeler comme ils veulent, on s'en fout. On a cet avantage de ne pas suivre l'autorité aveuglément. Voilà, clairement, on a, si quelque chose nous paraît illogique, on s'accorde le droit de poser la question, et quant à cette question légitime, on nous envoie sur les on nous traite de tous les noms, on se dit que c'est louche. Voilà, simplement, c'est ça. On arrive dans un monde où on n'a plus le droit de poser certaines questions. C'est comme ça, et c'est pas autrement, parce que des scientifiques vous l'ont dit. Oui, certains scientifiques vous l'ont dit, puisqu'ils sont à la solde du régime, mais ils ont des conflits d'intérêts, et d'autres disent le contraire, et ils sont traités de gourous, de sorciers, de tout ce qu'on veut, y compris les plus éminents. Donc voilà, nous, le fait qu'on ne puisse pas se poser des questions dans un État soi-disant démocratique tente à prouver que nous avons glissé vers autre chose, et que si nous n'arrêtons pas de glisser, ils iront où ils veulent aller. Et où ils veulent aller, ils l'ont dit à Davos. Donc, vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux. Tu sais, on sera tellement drogués par leur truc qu'on sera joyeux. Non, c'est pas le but. Heureusement, ils réussiront pas. Voilà. Donc, l'orientation. Pardon. Je te coupe. L'automobile aux États-Unis, c'est un marché de 1000 milliards de dollars. Et on estime que la voiture autonome va faire diviser par 2 ce marché. Le marché va s'écrouler. Donc, il y a une très bonne interview de l'ancien PDG de General Motors qui est très, très intéressante et qui explique en fait qu'on va avoir une voiture autonome. Donc, les gens ne posséderont plus de voiture. En tout cas, ça, c'est ce qu'ils veulent mettre en place. Oui, c'est ce qu'ils veulent. Dernière question. Qu'est-ce que pensent les Américains, là, tu dois le savoir quand même, là, d'Elon Musk, qui est clivant. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce type, en général? En général, les gens l'aiment bien. Et même les démocrates ne disent pas du mal de lui. Intéressant. C'est ça qui est drôle, c'est que, moi je suis sûr que je vais vraiment à San Francisco et je vais avoir des gens vraiment, même ici, des gens qui sont très profondément à gauche, ils vont dire que c'est l'aura absolue. Après, dans mon entourage, n'étant pas démocrate, j'ai pas des gens j'ai des gens démocrates, mais qui sont pas diplis, c'est pas des extrémistes, vous voyez ce que je veux dire. Et même les gens n'ont pas d'avis négatif réellement sur Elon Musk. Parce que déjà aux États-Unis, on part du principe en général, pour la plupart des gens, que les milliardaires ne sont pas forts. Parce que vous êtes milliardaire, vous êtes mauvais. Même à gauche, c'est le cas. À part des gens d'extrême gauche, je parle. Ça concerne vraiment qu'une partie des démocrates, des gens qui pensent ça. La majorité ne pense pas ça. Et donc, n'ont pas cette chose comme en France, les milliardaires, chacun mauvais, pas du tout. Les gens la trouvent plutôt assez sympathique et cool.
en général, il a quand même ce qui s'est passé avec Twitter, moi je pense pas que son image était réellement écornée. J'entends personne me dire qu'Elon Musk, c'est un connard, Elon Musk, ou c'est devenu le diable, ou il est passé, les gens pensaient qu'il était à gauche, mais il est passé à droite. Vous voyez ce que je veux dire? J'en entends pas du tout ça. Il reste quelqu'un avec une bonne image en général, un mec un peu excentrique, certes, pour les gens, mais j'entends pas de mal vraiment sur lui. Et les Twitter Files, t'entends parler un peu ou pas? Comment? Putain. J'ai pas entendu. Les Twitter Files. Non, les gens en parlent très peu ici. Vous savez, parfois, quand je veux savoir ce qui se passe aux États-Unis, je regarde les médias européens. Ah ouais. Mais c'est vrai, les médias américains. C'est fou quand même. C'est pas un problème barrière de la langue. Je parle très bien l'anglais, j'ai aucun souci avec l'anglais. Mais parfois, aux États-Unis, on est très limité. L'information aux États-Unis, je la trouve très limitée en fait. Les gens sont tellement obsédés par ce qui se passe localement qu'en fait, les affaires même nationales sont très orientées. Et là, pour le coup, j'aime pas le côté, on parle de mainstream média, etc. Mais vous prenez très souvent le cas, vous avez deux affaires identiques, une qui va être montée de façon importante et l'autre dont on ne va pas parler. Donc, c'est assez courant. Ouais, mais vous avez quand même Fox News, les gars, là, non? Vous n'avez pas? Mais pareil, Fox News, quand je regarde, bon, après, moi, j'ai un problème avec Fox. Moi, je suis républicain, mais j'ai un problème avec Fox News, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Aussi. Si je prends du principe que. Après, c'est personnel. Hein. Moi, je n'ai pas de vérité, mais personne n'a la vérité, personne n'est le bon. Personne n'est parfait. Ouais, je veux dire. Fox News, elle est là pour faire l'audimat aussi. Elle est là pour faire de l'argent également. Donc, elle est là aussi pour. Quel sujet? Donne-moi un sujet pour voir un peu le ressenti des choses. Donne-moi un sujet que tu imagines qui est faux, justement, de ce que Fox News dit. Excuse-moi, le téléphone a sonné, peux-tu répéter? Désolé. Aurais-tu un sujet, justement, que Fox News relate et qui te semble faux? Alors là, récemment, pas trop. C'est beaucoup des Parce sujets. On est d'accord que l'histoire. Ils ont révélé quand même pas mal de choses sur l'histoire du Corona Circus. Ils ont révélé pas mal de choses sur la fraude aux États-Unis dans diverses élections. Ils ont quand même révélé l'histoire de Hunter Biden et de son laptop, enfin son ordinateur portable. Tout ça, c'est des choses qui sont factuelles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses vraies. Pas ça du tout, parce que je ne suis pas anti-Fox News du tout. Je dis, voilà, une chaîne comme Fox News va avoir à peu près 2 tiers, 1 tiers. Oui, c'est ça. On a 3 acteurs. 2 tiers de choses vraies et 1 tiers de bullshit pour faire l'audimat. Bien sûr, mais si tu regardes, moi je suis Fox News, hein, je regarde que ça. J'ai Sean Hannity qui balance des trucs factuels avec des preuves à l'appui. Tu as Jesse Waters qui balance des trucs factuels avec des preuves à l'appui, toujours des preuves. Hein. Et il y avait évidemment Tucker Carlson qui balançait un max, qui lui faisait beaucoup d'audimat. Je crois que c'était le champion de l'audimat sur Fox News. Et en plus de ça, bon, il en faisait un peu plus qu'il le fallait, évidemment. Il surjouait les choses, mais toujours avec des preuves à l'appui. Et de l'autre côté, on a l'antithèse de ces gens-là qui sont aussi sur Fox News et qui font complètement l'inverse. Oui, vous avez des gens là, beaucoup de gens. Quand je parle, par exemple, comme on dit, comme il n'y a que 2 camps aux États-Unis, vous avez des degrés différents dans ces camps. En France, il y a énormément de partis. Donc, vous allez être les Républicains, si vous êtes un peu plus à droite, vous pouvez être Marine Le Pen. Alors, je ne sais pas si ça fait longtemps que tu n'es pas revenu en France, Arnold, mais en France, il n'y a plus qu'un parti. C'est la République En Marche et tout le monde sous la République En Marche. Aujourd'hui, hein, on avait la seule opposition pour moi, c'est les Patriotes de Florian Philippot, aujourd'hui, hein, parce que même Marine Le Pen n'est pas dans l'opposition réelle, en fait. C'est le théâtre. C'est le théâtre des marionnettes. Et Mélenchon va dans le sens de Macron. Il fait le jeu de Macron. Donc, on n'a plus de parti en France. Il n'y a plus de droite, de gauche, de centre. Ils sont tous, aujourd'hui, ils bouffent le cul à Macron, excusez-moi le terme, mais ils se bouffent tous le cul entre eux. Et il n'y a même plus de voix dissidente, quoi. Alors, la question en France, alors c'est vrai que je ne suis plus en France depuis un moment, mais est-ce que vous pouvez avoir des personnes très différentes qui travaillent ensemble dans une même voie pour certains côtés? Est-ce que réellement Mélenchon et Macron, c'est la même chose? Alors, je n'aime aucun des. Non, c'est pas la même chose. Je dis pas que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais c'est le système. Mélenchon, avec ses antifas, fait le jeu de Macron. C'est-à-dire qu'il sert à Macron. Tu vois?
Ce que je voulais dire, en fait, aux États-Unis, quand vous n'avez que 2 partis, vous avez forcément des degrés différents dans les partis. Vous avez des mouvances très importantes. Oui. Alors qu'en France, si vous avez des mouvances, vous pouvez avoir un autre parti. Vous avez, par exemple, à gauche, on a les GOP, les républicains, ils ont les GOP et les rhinos. Hein. Comment? Les républicains ont les GOP et les rhinos, par exemple, qui sont différents. Excuse-moi, j'ai pas entendu le début, excuse-moi. Je disais les républicains, au sein des républicains, on a les GOP et les rhinos. Oui, tout à fait. Mais maintenant, on a même les MAGA, donc voilà. Mais au sein des républicains, il y a tellement de courants différents, c'est important, comme au sein des démocrates, parce qu'il n'y a que 2 partis, donc il faut essayer de s'exprimer. Il y a une expression aux États-Unis qui dit, par exemple, moi, ma mouvance, je suis un républicain de Californie. C'est-à-dire que ce sont des républicains, des gens qui vont être plutôt fiscalement républicains, qui vont être pour la liberté de parole, qui vont être pour des faibles taxes, pour éviter que l'État soit trop influent dans le pays. Mais d'un autre côté, socialement, moi, je suis pour l'avortement, je suis pour au Nevada, par exemple, le cannabis est complètement légal, et on récolte des taxes dessus. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit que je suis un républicain de Californie. C'est une expression importante. Tellement de républicains, enfin tellement de variétés de républicains. Il va y avoir après le Tea Party qui est extrêmement à la droite des républicains. Moi, par exemple, le Tea Party, je ne me reconnais pas tellement en eux parce qu'ils vont être contre l'avortement. C'est Sarah Palin, ça. Voilà, Sarah Palin qui va vraiment être contre l'avortement. Moi, ce n'est pas mon cas. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais je me entre eux parce que moi, je ne suis pas contre l'avortement du tout. Okay. Voilà, moi, je suis. Voilà. Donc, je dis aux États-Unis, selon le parti républicain ou le parti démocrate, énormément de degrés d'écart. Donc, certes, on trouve la même chapelle, par exemple, sur les républicains, on va avoir la même chapelle, mais on ne pense pas toujours les mêmes choses. Alors qu'en France, on peut, si vous prenez même un exemple de la NUPES, est-ce que les gens qui font partie du Parti communiste et les gens des colos ont exactement la même pensée? Même si on a la même direction, n'ont pas forcément la même pensée, mais ils ont créé des partis différents. En désaccord sur certains sujets. Nous, aux États-Unis, on n'a pas ce truc-là. Donc, c'est plutôt une clientèle interne. Et d'ailleurs, vous voyez bien, les républicains dans certains États ne sont pas les mêmes que dans d'autres. Un républicain dans le Nevada va être beaucoup plus centré qu'un républicain dans le Mississippi ou en Alabama. Ok. Et c'est pas la même politique, c'est pas la même façon de voir les choses. Chaque État, ça a un peu sa mouvance, quoi. Exactement. C'est pour ça que l'État, comme je disais à Christophe, l'État de Floride explose, parce que beaucoup de gens sont là. On n'a pas parlé de DeSantis, mais DeSantis, c'est quand même quelqu'un assez populaire aux États-Unis. Il n'a pas encore la popularité de Trump, mais l'élection n'est pas jouée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura une primaire des républicains. Et pour l'instant, certes, Trump est très devant, mais aujourd'hui, DeSantis n'est pas anecdotique. Son score n'est pas du tout anecdotique. Ouais, mais le problème, c'est que DeSantis, si tu veux, moi qui suis beaucoup la politique là-haut, DeSantis a accepté de l'argent pour sa campagne de réélection récente, a accepté de l'argent de gens de Soros. Et le problème, c'est que Soros, par les MAGA, par le mouvement MAGA, c'est pas possible. Donc DeSantis, en ce moment, il est décrié par les MAGA parce qu'il a accepté de l'argent de la part de proches de Soros. Donc, ça va être compliqué pour DeSantis de sortir de ce traquenard qui lui a été fait, parce que pour moi, DeSantis a un bon fond. Le problème, parce qu'il était à fond MAGA à l'époque, il l'est toujours, mais il a fait une erreur, c'est d'accepter de l'argent de gens qui sont proches de l'Open Society de Soros, et ça fait tâche sur son CV républicain. Mais là où Soros est quelqu'un de malin, c'est que le problème aux États-Unis, les campagnes coûtent extrêmement cher, un peu comme partout. Et les gens ont besoin d'argent, donc ils ne regardent pas d'où ça vient, ils prennent l'argent. Ah bah lui, non, mais c'est ça. Et c'est là où DeSantis a fait une connerie, en fait. Et il ne sait pas s'en sortir, il ne sait pas comment s'en sortir, parce qu'il est redevable de cet argent qui lui a été versé. Alors, il est redevable en tant que gouverneur. Sur une autre élection, il ne l'est pas. Ah ben, sur une autre... Mais le problème, c'est que tu sais, ce genre de trace, ça te suit. Ouais, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de petit conflit entre Trump et lui en ce moment. Trump l'a pointé du doigt, il a dit... j'ai aidé à faire élire DeSantis parce qu'il a fait les campagnes avec lui, il a été là, il l'a soutenu à fond. Et derrière, il prend du pognon et il s'écarte un peu du Trumpiste MAGA pour plutôt être dans un mouvement un peu plus rhino. Et ça va lui poser des préjudices. C'est pour ça que Trump, il est hyper haut dans les dernières projections. Pour moi, il va pas pouvoir remonter la pente, sauf s'il fait un mea culpa en disant ouais, j'ai fait une boulette les gars,
voilà, j'adosse Trump ou je vais avec Trump ou je me propose en seconde Trump. Oui, il n'ira jamais. Il n'ira jamais. En tout cas, pas sur cette élection-là, il ne peut pas. Ça cartonne. Hein. Comment? Un ticket de Trump de Santis, ça peut là, Trump de Santis ou Trump Marjorie Taylor Greene, ou parce qu'il faudrait une femme aussi, ou l'autre. Marjorie Taylor Greene, les gens se foutent d'elle. C'est-à-dire qu'elle a... Oui, je sais parce que c'est une quanon. C'est une Q, donc forcément. Mais il y a l'autre, comment elle s'appelle, que j'aime bien, l'ancienne présentatrice là. Ah oui, celle qui s'est fait battre, qui a les cheveux courts. C'est justement pour fraude, justement. Kerry Lake. Kerry Lake, merci Christophe. Il ne faut pas oublier qu'on est aux États-Unis, on peut avoir un troisième larron qui débarque pendant la campagne primaire et remporter le. N'oubliez pas que Trump, quand il s'est présenté, personne ne le créditait d'une victoire. Hein. C'est même chez les Républicains. Hein. Moi, mes amis républicains, quand ils se sont présentés, ils m'ont dit non, c'est une blague. Donc, même chez les Républicains, on n'y croyait pas quand il s'est présenté au début. Ils n'ont pas regretté. Hein. Ils n'ont pas regretté parce que il est monté au fur et à mesure, mais quand il a dit j'annonce, même mes amis républicains me disaient non, il se fait chier businessman. C'est un magouilleur, c'est un mec qui a fait des faillites, il ne peut pas nous représenter. Enfin, il n'avait absolument pas. Les gens n'avaient pas confiance en Trump. Paul Bill avait une mauvaise réputation avant l'élection. Ah oui, mais je pense qu'il l'a bien lavé, sa réputation. Comment? Je pense qu'il a bien lavé sa réputation. Oui, c'est pour dire qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, demain, quelqu'un peut arriver, on ne soupçonne pas du tout l'existence, arriver même avec 1% d'intention de vote et remporter la mise à la fin. C'est l'avantage des États-Unis, c'est la beauté, je trouve, du pays. Ça permet d'apporter du sang frais et pas toujours les médias mettent en avant qui gagnent. C'est le fort de ce pays. C'est là que ça devient intéressant avec Elon Musk et la prise de pouvoir sur Twitter et ce grand média qui est Twitter. Donc ça va changer énormément de choses. Oui. Arnaud, je te remercie beaucoup. Tu as été très, très clair, très net. Donc, on sait qu'on a un intervenant non complotiste au cas où pour avoir une version, je dirais, une autre version des choses, mais qui finalement, sur le constat, voit les mêmes choses que nous. Hein. Donc, le diagnostic n'est pas le même, mais c'est pas grave. Ça, c'est absolument pas grave. Hein. Et puis, voilà, je te remercie beaucoup. Et puis, merci pour ton invitation, c'est très sympathique. Voilà, tu vois, c'est sympa ici. Hein, sur le système américain et j'espère que j'ai été intéressant. Très bien. Très, très bien, très clair, très intéressant. Vraiment, d'avoir ton point de vue. Et bien, tu reviens quand tu veux dans cette belle émission Francovision avec Christophe. Et puis, tu es loin d'avoir oublié ton français, dis donc. Hein. Ça marche. Oui, j'essaie de. Parfois, je glisse des mots en anglais. Je suis désolé, j'essaie d'éviter ça. C'est pas vendable. Do you speak very well French, hein? Thank you very much. I really appreciate it. Allez, salut Arnaud. Merci beaucoup, Arnaud. Merci beaucoup. Merci, vraiment, pote. À bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao, les gars. Salut. Ouais, c'était super intéressant de oui, son point de vue. Après, ce que je constate, et ça, c'est perturbant parce que nous, on a des points de vue de Sylvia qui est hyper aware là-dessus. Et là, je constate que les Américains ne sont pas aware du tout de ce qui se passe dans le monde. Donc, du coup, évidemment, il y a un côté un peu pessimiste de leur côté parce que quand j'ai vu dans les chats, il me fait flipper le mec. Non, il a un point de vue plutôt pessimiste sur le côté mondial parce que ils regardent pas tous ce qui se passe au niveau du monde. Ils voient pas le tableau dans son ensemble. Ils ont le nez pointé sur les États-Unis. Alors, je parle pas d'Arnold. Même pas les États-Unis. Local, les États-Unis après. Alors, ils ont le nez pointé sur leur État. Donc, encore une fois, je ne parle pas d'Arnold parce que je pense qu'il est plutôt aware. Mais en général, les Américains regardent leur nombril. Il ne regarde pas le reste du monde. D'ailleurs, demande à un Américain de pointer Paris sur une carte du monde. Il ne saura pas le faire. Tu vois, c'est l'image. C'est comme si leur pays, donc c'était l'État, la France, on va dire, et que les États-Unis, c'était l'Europe. Donc, ils s'intéressent à l'Europe, mais ce qui localement les fait vivre et qui imprime les lois, c'est l'État fédéral, l'État indépendant. Donc, pour le coup, c'est vrai qu'ils sont. Donc, vous imaginez que leur vision géopolitique, elle est catastrophique. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est que Arnaud nous raconte une autre réalité. Ouais. Et
Et certainement que la vérité est au milieu. Dans la vie, c'est comme ça. Moi, Bah oui, la vérité est au si milieu. on n'écoute que des complotistes, quelque part, on sait que nous, on a une vision des choses et que, comme tout être humain, on va peut-être voir des choses qu'on veut voir et ne pas voir celles qu'on veut pas voir. On ne peut pas être complètement impartial dans nos points de vue parce qu'on est politisé, parce qu'on est ceci, cela. Et donc, en ayant un point de vue opposé, mais vous voyez que les constats sont les mêmes. Les constats sont les mêmes. L'Amérique part en couille. Voilà. Il y a marqué, là, il y a Maël qui met il préfère se shooter plutôt que d'affronter la réalité. Malheureusement, c'est un peu le cas aux États-Unis. Ils se défoncent bien la gueule. Alors, c'est pas une généralité, mais c'est vrai que dans les grandes villes démocrates, le fentanyl fait des ravages, c'est une catastrophe, c'est des zombies. Et on a hâte que ça change et ça va changer, croyez-moi. Alors, en tout cas, c'était vraiment très intéressant. Merci d'avoir amené Arnold parmi nous ce soir pour voir un peu autrement les États-Unis, savoir comment ça se gère, comment ça se vit. C'est Francovisio, c'est justement l'avantage. C'est le but de ton émission et c'est un réel plaisir d'avoir pu te retrouver ce soir, mon frérot. Je vais te laisser ton mot de la fin. Alors, le mot de la fin, je vais introduire mon sujet de la semaine prochaine, vendredi prochain, si tu me tolères, qui est alors une vraie découverte. Vous savez, on nous tanne. Un vendredi ? Attends, t'as dit un vendredi ? Ouais. Vendredi prochain. Oui, parce que je ne serai pas là avant. On nous tanne avec le PIB et moi, j'ai voulu savoir ce que ça englobait, etc. Et en quoi l'adossement de la dette sur le PIB était révélateur d'un endettement majeur. Eh bien, vous allez voir qu'ils nous ont menti sur tout depuis 1976, pas beaucoup de temps après je dirais, le fait de dénoncer les accords de Bretton Woods. À partir du moment où on est passé dans cette monnaie un peu virtuelle, à partir de Pompidou. Voilà, à partir de Pompidou, en 1976, ils ont changé la production. Tenez-vous bien, vous allez voir comme c'est magique. Ils ont changé même l'histoire qu'il y avait derrière, la production intérieure brute, ce qui a du sens, pour le produit intérieur brut. Je vous laisse réfléchir sur qui est le produit. Et pourquoi, quand il y a une crise financière, il faut changer le produit. Voilà. Vous allez voir, vous allez vraiment apprendre des trucs. J'ai regardé plein de vidéos. J'en ai fait une synthèse, des images, pour que ce soit bien compris. Ils ont changé la notion de PIB, la notion d'endettement, à leur faveur. Et ils ont changé l'histoire qu'il y avait avant. Ils ont changé l'histoire devant nous. Mais ils ont juste changé, normalement, 2 lettres. Mais c'est des vicieux, c'est des vistards. Vous allez apprendre ce que c'est que le PIB et ce qu'il était avant. Avant, ça avait de la gueule. Maintenant, ça ressemble à rien. Voilà. Ouais. Bon, voilà. Donc, le dogme du PIB, la poubelle. C'est clair. Ça va être intéressant. Merci beaucoup, mon Toto, pour cette belle émission, ce bel échange avec Arnold. Et puis, on se voit ce week-end, mon frérot. Oui, ce week-end. Oui. Allez. Merci. Gros bisous à toi, mon frère. Salut, bisous. Alors, c'est super intéressant cette émission. Encore une fois, Francovisio, c'est juste, voilà, on voit un peu, la vision des Américains en Amérique, comment ça se passe. Biden a foutu un sacré go. D'ailleurs, j'ai un message pour Biden. Biden, tu n'es pas le pingouin qui glisse le plus loin de la banquise. Voilà ce que j'avais à te dire. Tu n'es pas le pingouin qui glisse le plus loin de la banquise. Tu n'es même pas capable de glisser dans la banquise. Toi, tu t'arrêtes. Tu frottes ton cul, il frotte tellement t'es pourri. Bref, oui, en fait, c'est la phrase que je devais dire, mais j'ai pas eu le temps de placer. Donc voilà, je la place maintenant. C'était mon message pour Biden. Je serai très heureux de vous retrouver avec grand plaisir, évidemment, vendredi soir. Demain, vous retrouvez à l'imposture Tonton pour le AH débrief jeudi soir. Anne avec des invités pour parler du wokisme. Qu'est-ce que c'est que le wokisme ? Parce que beaucoup, on en parle souvent, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous allez l'apprendre jeudi soir et moi, je vous retrouve avec plaisir vendredi soir avec une petite brève d'une demi-heure avec François parce qu'il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Donc, on va répondre à vos questions et on se laisse avec... alors, quand je mets des musiques au début de live, Facebook me coupe. Alors, je vais la mettre en fin de live si ça coupe, désolé. Mais on va rester en famille et comme je suis un peu marseillais, ciao la famille. Welcome back, qu'est-ce que ça me fait, gros? Marseille, Cosmopolitanie, gros. Tous unis, tous ensemble.
On n'est pas des milieux sur Terre. On est des milliards. Black, blanc, beurre. Tout le monde, c'est la famille. Eh ouais, gros. C'est la famille. C'est la famille. Eh ouais. C'est la famille. C'est la famille. Eh, tu le sais, C'est la famille. C'est la famille. oh, gros. C'est la famille. C'est la famille. C'est la famille, tu C'est la famille. voilà, gros. C'est la famille. C'est la famille. Tu la peine, tu C'est la famille. C'est la famille. Parce que là, C'est la famille. qu'est-ce que tu fais? C'est la famille. J'ai fait gousse. C'est la famille. Pour les vrais. Eh ben gros, j'ai compris le concept ou pas? Non? Qu'est-ce que ça fait à la tête des bébés? Tout le monde c'est la famille. Tout le monde gros. Ton cousin, ta cousine, ton père, ta mère. Tout le monde c'est la famille gros. Même le parisien, c'est la famille. Voilà, à part si tu portes le maillot du PSG. Hein. C'est la famille, monsieur. C'est la famille. C'est la famille. Qu'est-ce que tu es? C'est la famille. C'est quoi? C'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. C'est quoi? C'est la famille. Qu'est-ce que tu es? C'est la famille. C'est quoi? C'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. Tu me regardes. C'est la famille. Ça part. C'est la famille. Eh ouais, mon neveu. C'est la famille. 50 euros. C'est la famille. Parce que là, C'est la famille. qu'est-ce qu'on fait? C'est la famille. Moi, je deux. C'est la famille. Pour les vrais. Ah gros, ah, je suis pas bien, je suis en Transylvanie, je suis avec que le sucre. Et qu'est-ce qui t'arrive? Je te sens pas bien, je te sens fébrile. Ah bébé, et viens faire un tour dans le Grand Sud, oh la famille. Viens te boire un coup, un petit jaune, elle m'a donné. Si tu cherchais la plage, pas la plage, le soleil, pas le soleil, c'est ici que ça se passe, à Marseille. Tu es le bienvenu. Et tu sais pourquoi gros? Parce que C'est la famille, c'est quoi? C'est la famille, qu'est-ce que tu es? C'est la famille, c'est quoi? C'est la famille, c'est la famille. C'est la famille, c'est quoi? C'est la famille, qu'est-ce que tu es? C'est la famille, c'est quoi? C'est la famille, c'est la famille. C'est la famille, voilà le zoo. c'est la famille. Tu le sac jaune. C'est la famille, Oh tout là. c'est la famille. Tu la belle. C'est la famille, Eh gravure. c'est la famille. Soprano. C'est la famille, J'espère. c'est la famille. Marseille. Et cette histoire de rassembler un peu tout le monde. Ah ouais. Ah, par contre, sans les jaloux et les envieux. Se faire encadrer. Et sur ce, je t'embrasse, allez bises, tu m'as gonflé, allez bises.